Aujourd'hui, on va parler de sous dans l'entreprise, de sous sous toutes leurs formes, chiffre d'affaires, marge, argent, salaire, prix, offre, tarif, etc., etc., etc. Et pas que, on va aussi parler évidemment un petit peu de YouTube, on va aussi parler de la méthode des show doudous, et aussi de le truc qui me fait dire que certains clients ou certains partenaires, au flair comme ça, je me dis attention à ces gens-là, je préfère pas travailler avec eux. Je vous dirai un petit peu sur quels éléments je peux me baser pour essayer de flairer les personnes qui peuvent être problématiques et séparer des personnes qui peuvent être de confiance. Voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Ça fait 2 mois, même plus de 2 mois depuis le dernier épisode. Donc je vais avoir beaucoup de choses à couvrir. Voilà, je m'étais dit que dès que j'avais, je sais plus, 5 ou 10 éléments à couvrir, je tournerais un épisode. Le problème, c'est que j'ai tout enregistré en audio, et là, quand j'ai pris le temps de retranscrire les audios, j'en avais beaucoup. Donc voilà, il sera peut-être un petit peu long, on va voir, mais on va démarrer tout de suite. Si vous voyez que j'ai un petit œil qui brille, c'est pour une raison toute bête, c'est tout simplement que, en tant que professionnel, youtubeur professionnel, avec ma belle caméra 4K, je sais qu'on voit tous les détails. Et donc, du coup, systématiquement, je vais voir mon petit miroir qui est accroché là dans mon bureau pour vérifier que tout va bien. Pas de crotte dans les yeux, trucs comme ça. Et j'avais un poil de nez qui dépassait bien. Et donc, il fait partie de ceux qui font très très mal à enlever. Et quand je l'ai enlevé, j'ai la petite larme qui est sortie. Voilà, comme ça vous savez tout. Et allez, on va démarrer tranquillement. Avec, déjà, je trouve la question du rapport à l'argent. Euh, alors, je ne vais pas faire le débat de est-ce que c'est bien de parler d'argent, pas bien de parler d'argent. Globalement, j'ai le sentiment que même si on dit qu'en France on a un tabou avec l'argent, dans les milieux professionnels et sur LinkedIn en particulier, je dirais plutôt que c'est complètement l'inverse. Et qu'il y a des gens qui parlent un peu trop d'argent à mon goût. Mais en fait, est-ce que c'est si mal que ça? Alors, en fait, je me suis fait une réflexion. C'est que aujourd'hui, les personnes qui prennent la parole sur tout ce qui est entrepreneuriat, business, et notamment les agences, sont souvent des personnes très jeunes. Qui dépotent tout. Il y en a à 25, 30 ans qui ont tout explosé. Les gens à 30 ans, ils ont fait 10 boîtes. Enfin voilà, c'est absolument incroyable. Je les admire, bravo pour ce qu'ils font. Mais en fait, je me suis fait la réflexion que le rapport à l'argent qu'on a quand on a 25 ans est probablement pas le même qu'on a quand on a 40 ans ou quand on a 60. Et donc pour ça, en fait, je me suis fait un petit parallèle. C'est que, en fait, quand on est jeune, on voit l'argent comme l'élément qui rend tous les futurs possibles. Et notamment quand on sort de ses études, par exemple, où on n'avait pas beaucoup de thunes, et qu'on commence à gagner des sous, et qu'en fait on a encore toute une vie devant soi et qu'on n'a pas forcément construit une vie, une famille, etc. Finalement, c'est pas idiot de se dire que ça peut être l'élément central pendant quelques années. On charbonne comme un fou, on gagne beaucoup d'argent, on le place, on fait ce qu'on veut, etc. Et après, on pourrait se dire, du coup, cette partie-là, c'est sécurisé, et soit je continue à faire de l'argent parce que j'aime ça, soit à ce moment-là, ensuite on peut se dire, au moins j'ai des sous pour pouvoir ensuite passer du temps sur les années, des choses qui me semblent intéressantes et importantes. Pourquoi pas? Donc pour moi, ça explique pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de ces personnes-là mettent l'argent au milieu de tout et parlent d'argent avant toute chose quand ils parlent de leur entreprise. Euh, à l'opposé du spectre, quelqu'un qui commence à entreprendre à 60 ans, 62 ans, 63 ans, généralement, il va entreprendre pour des raisons tout à fait différentes. Du style, je suis proche de la retraite, je viens de perdre mon job, j'ai encore 2 ans de trimestre à essayer de cotiser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le truc que je sais faire, je vais monter une petite boîte de conseils là-dedans, et je vais essayer de renouer un petit peu avec quelques clients avec qui ça s'était bien passé, et puis je vais essayer, tranquillou pépère, de joindre la retraite comme ça. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de créer une boîte 100% autour de son propre confort. Ne surtout pas aller dans une zone où il va falloir construire des trucs, prendre des risques, etc. C'est totalement l'opposé. C'est tout à fait OK aussi de monter une boîte comme ça, mais c'est vrai que c'est plus quelque chose que je vois chez des personnes beaucoup plus âgées. Et voilà, je pense que vous me voyez venir. Me voilà maintenant, moi, petit Sylvain, de 40 ans, qui se retrouve un peu au milieu des deux, en fait. Parce qu'à 40 ans, je suis plus le petit jeune qui dit on va tout défoncer, on va monter une boîte qui vaut des millions. Mais je suis encore très très loin de la personne qui veut son petit confort juste pour finir sa carrière professionnelle. Et donc en fait, ça me paraît logique finalement d'avoir cette espèce de tiraillement chez moi entre la question de l'argent et la question du bonheur au travail, la question de monter un projet qui me plaît, etc. Alors vous pouvez me dire, oui, on peut faire les deux, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent d'argent dans le business, où on sent vraiment que c'est lié étroitement à leur bonheur.
Plus ils font de thunes, plus ils sont heureux. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de viser. Et pour moi, c'est pas forcément lié. C'est même pas du tout lié, en fait. Mais l'argent, on en a besoin. On en a besoin, évidemment, pour faire tourner une boîte et la rendre pérenne. Donc voilà. Moi, je suis à un stade où, voilà, on a notre petite famille. Ma femme travaille, a une belle carrière aussi. On a une maison. Enfin, voilà. Une famille très traditionnelle, on va dire. On a nos enfants, etc. Donc du coup, on n'a pas d'ambition de créer des trucs énormes. J'ai pas envie d'acheter des grands immeubles, d'acheter un yacht, etc. Pas du tout. En fait, on est juste bien déjà comme ça. Mais il y a besoin d'une certaine somme d'argent, de fonds de roulement mensuel, on va dire, pour pouvoir vivre correctement et offrir à nos enfants ce qu'il y a de mieux. Mais cette somme d'argent n'est pas énorme en fait. On n'a pas besoin d'avoir des tonnes de sous. Donc, juste assez, moi ça me va. Par contre, professionnellement parlant, j'ai besoin d'avoir un truc qui me challenge. Un projet ambitieux, un truc où ça me permet de progresser, d'avancer, d'apprendre toujours des nouvelles choses. Et pour ça, quelque part, la création d'entreprise et le développement même d'une entreprise, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je en reparlerai après, je crois. Mais je voyais au début l'entrepreneuriat comme une aventure, on monte sa boîte et une fois qu'on a trouvé des offres et tout, c'est bon, ça roule. Et en fait, je viens de me rendre compte que je viens juste à peine de débloquer le niveau 2. Qu'il y a peut-être 10 niveaux en fait dans le jeu. Et qu'en fait, il y a énormément de choses à découvrir encore. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, moi, mon objectif principal, et ça semble être celui des personnes qui ont rejoint la boîte aussi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce job soit le job que j'ai envie de faire pendant encore 20 ans. Donc vraiment un job dans lequel je me sens utile, je me sens bon, et que j'aime pratiquer tous les jours. Et je pense vraiment de ne pas en être très loin. Je peux bosser des tonnes d'heures et être quand même très content. Et pour moi, c'est plutôt un bon signe. Alors attention au burn-out et compagnie, mais voilà, je pense que je m'en éloigne de plus en plus, et là, ça va de mieux en mieux. Donc en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est créer une boîte à notre image, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on sent qu'on est bon et on essaie d'être les meilleurs, parce que c'est vraiment notre ambition, mais sans forcément avoir cette idée que on veut développer une boîte qui va faire des millions et des millions. On veut surtout une boîte dans laquelle on est reconnu pour ce qu'on fait. C'est un peu ça en fait, c'est un peu l'espèce de crise de quarantaine de je veux être utile dans le monde et je veux que les gens viennent pour mon excellence et pas parce que je gagne beaucoup de thunes. Voilà, on va peut-être voir ça comme ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a défini un peu comme ça cette boîte. Mais donc ça veut dire qu'on est quand même beaucoup plus focalisé sur le produit, le service et les clients que sur le chiffre d'affaires. Mais bon, je vous l'ai promis, on va parler de thunes quand même aujourd'hui. Mais voilà, je voulais remettre un petit peu ça dans le contexte pour dire que c'est logique que des jeunes de 25 ans parlent d'une certaine manière, que des personnes de 60 d'une autre manière, et que quelqu'un de 40 parle d'encore une autre manière de comment développer une boîte. Alors, on commence vraiment à s'attaquer à la partie vente. Je vous avais dit dans le dernier épisode qu'on était enfin dans une posture agréable où nos offres sont bien calées, elles plaisent à nos clients, on arrive à les vendre, et on a de la ressource humaine derrière pour pouvoir les assurer et produire du bon boulot. Et donc en fait, je disais, ça y est, on est prêt, on peut lancer la machine. Et donc on a commencé à lancer la machine, tranquillement, on a commencé à faire on fait de plus en plus de rendez-vous, on vend de plus en plus, donc ça c'est très cool. En gros, on a les audits stratégiques, qui est le point d'entrée chez nous, qui marchent très bien. On a des clients, même des clients qui ont l'habitude d'avoir du conseil et de faire appel à des boîtes externes, qui nous envoient des énormes félicitations, des trucs, voilà. Bref, de leur retour, on perçoit que ce qu'on fait est probablement un bon cran au-dessus du lot. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais on a toujours des retours très bons. Donc voilà, on est confiant dans le fait que cette partie-là, on est balèze. La partie accompagnement long terme, donc celle-là, on continue de bien performer là-dessus aussi. On a des très bons résultats pour quasiment tous nos clients. On travaille, nous, à ce que les clients soient aussi contents. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux pans quand on a une offre régulière avec des clients. On a le pan, est-ce que ça marche, est-ce que ça produit des résultats, et est-ce que le client est content. Et c'est pas la même chose. On peut avoir des choses qui marchent, mais un client mécontent, comme on peut avoir des clients contents et des choses qui marchent pas. Et nous, on veut les deux. Mais voilà, je pense qu'on est arrivé à un bon équilibre. On a un bon équilibre entre la valeur qu'on donne aux clients et la charge mentale pour nous. Là où il y a eu toute une période, début d'année, où notre charge mentale était bien trop disproportionnée. Donc bref, on a réussi à bien ranger ces choses-là, bien créer des process, et je pense qu'on est vraiment pas mal. Voilà, et donc pour faire très simple, en gros, je crois que je vous l'explique un petit peu après.
le découpage, comment on a redécoupé en fait notre façon de proposer l'accompagnement, et vous verrez qu'en fait c'est un découpage qui est très très facile à comprendre. Bref, on est bien. On est très confiant dans nos offres, etc. Ce qui n'est pas une mince affaire pour nous parce qu'on est très exigeant et que on est toujours prêt à faire mieux et à progresser. Mais du coup est arrivé chez nous un nouveau sujet. Et ce nouveau sujet, c'est que, en fait, on a beaucoup de personnes sur la partie entrante, on a des clients très contents sur la partie accompagnement, mais entre les deux, ça convertit pas tant que ça. Et ça, en fait, ça vient de l'historique des audits. C'est-à-dire que historiquement, les audits, je les faisais pour des créateurs de contenu qui arrivaient un petit peu en bout de course et qui voulaient un petit peu renouveler leur chaîne. Et donc, je faisais une espèce de grosse analyse et je leur disais à la fin, ok, du coup, pour relancer ta chaîne, fais ça, fais ça, fais ça et fais ça. Et je leur redonnais ça. Je leur disais, démerde-toi. Et petit à petit, on a eu des clients qui nous ont demandé un accompagnement derrière. Et on n'a jamais fait le shift finalement. Et on continue, nous, alors qu'on vend un accompagnement derrière, et on pense généralement qu'on peut aider les créateurs à aller plus loin, on continue de leur dire, tiens, voilà ta to-do, démerde-toi avec ça. Et donc on a switché là, et on a commencé à proposer des stratégies de contenu. Et je trouve que c'est très adapté à YouTube, parce que YouTube est hautement complexe. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à maîtriser sur YouTube. Et donc en fait, finalement, quand on donnait la to-do list, généralement c'était très pertinent pour le client. Mais le client, après, il ressortait avec une tête comme ça, en se disant, mais comment je vais réussir à faire tout ça? Parce qu'on avait tout mis en même temps. Et je vous le dis, c'est pas rare qu'on ait eu des créateurs, même des très gros créateurs, qui marchent très bien, qui, après l'audit, ont tout simplement arrêté de produire du contenu pendant 2 ou 3 mois, avant de s'y remettre. Parce qu'il y a cette espèce de truc de, il y a tout ça, c'est énorme, c'est super compliqué, en fait, il y a beaucoup de choses. Donc, on essaie d'y aller un petit peu plus mollo, et donc pour ça, une bonne façon de faire, c'est de faire un plan où on dit, ok, dans la première phase, on va se concentrer sur ça et sur ça. Ensuite, comment on va mesurer que ça se sera bon? Toujours la data. Hein. On mesure par cet indicateur, et si on arrive à ça, c'est qu'on est bon. Si on est bon là, on passe à la phase 2. À la phase 2, on va faire ça, ça, ça et ça. Et donc, en fait, finalement, ça fait un plan progressif qui est rassurant pour le client et qui aussi montre que nous, on sait exactement où on veut l'emmener. Et c'est beaucoup plus rassurant comme ça que de dire, viens, ensuite, on va travailler ensemble pendant 3 mois, puis on verra bien où on va. Là, on a un plan, et l'air de rien, ça change beaucoup de choses à la façon de voir la suite, en fait, et pour que le client puisse se projeter dedans. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à produire, et effectivement, quand on les a délivrés, généralement, les clients apprécient beaucoup, beaucoup cette partie-là, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher, en fait. Ils disent, les gars, vous êtes les pros, vous en avez vu passer des dizaines et des centaines, des chaînes, donc dites-moi, c'est quoi le plan pour la suite, quoi? C'est quoi la strat? Voilà, et on fait des plans, donc du coup, qui s'étalent. Alors, au début, je les ai par trimestre, mais en fait, finalement, je les ai mis par phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et ça ira plus ou moins vite selon les moyens ou la facilité d'apprentissage des personnes en face. Voilà. Donc, on a une problématique de conversion. Donc, on est en train de la travailler. Et encore une fois, hein, c'est tout récent pour nous de se dire, en fait, tout l'ensemble se porte bien. Donc on peut aller attaquer un tout petit nœud là, un nœud qui nous fait mal, qui nous gratte, et on peut l'attaquer. Alors que jusqu'à présent, on était plutôt en mode en fait un petit peu, on éteint l'incendie quoi. Il y a un truc là il y a un problème, il y a un truc qu'on n'a pas réglé, ça fait 2 mois qu'on en parle, ça il faut le régler. Et puis là il y a un client qui est pas content, etc. Et donc on avait tout ça qu'il fallait régler un peu dans tous les sens. Et là maintenant, tout ça c'est bien calé, bien cadré, on est bien. Et donc on peut commencer à s'attaquer à tous ces petits nœuds. Et ça c'est génial. Franchement on adore. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire, on parle de vente, et donc pour faire de la vente, nous, on a comme ambition de faire x4 cette année sur le mensuel. Ça veut dire que là, au début de l'année, on fait un certain chiffre d'affaires mensuel, on est aux alentours de 15 000 € mensuel. Je parle toujours en hors taxe. Hein. Donc, nous, on a l'ambition d'arriver vers des 50 ou 60 000 à la fin de l'année. Donc, pour faire x4, c'est à ce stade-là où on sera super confort niveau finance, normalement. Et donc, pour faire x4, il n'y a pas le choix, il va falloir trouver d'autres méthodes. Parce que c'est pas en créant 4 fois plus de contenu qu'on va forcément ramener 4 fois plus de clients. Donc la création de contenu, c'est bien, et c'est excellent pour vendre notre crédibilité, mais il y a des tonnes de personnes qui pourraient être nos clients qui ne nous écoutent pas, qui ne nous connaissent pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écouter des podcasts qui parlent de vente, qui parlent d'agence, etc. Du coup, là c'est intéressant parce que, comme je vous disais, ils parlent quasiment tous que de ça. Comment générer du chiffre, faire de la vente, etc.
Moi, je trouve que c'est un petit peu gênant parce que je les entends jamais parler de leurs clients, je les entends jamais parler de comment rendre les clients satisfaits, faire des bons produits, etc. ou des bons services. Ça parle juste de vente de signés, de trucs comme ça. Mais finalement, c'est exactement ce dont on a besoin nous maintenant. Donc, pour le coup, ça tombe plutôt bien. Donc voilà, je pense que pour ceux qui se lancent, c'est pas forcément toujours le bon angle d'approche, notamment pour ceux qui ont un passif un peu ingénieur. Euh, mais voilà, pour ceux qui ont besoin de développer leur vente parce qu'ils se sentent prêts, comme nous, en fait, c'est le bon moment. Donc, je donne quelques exemples de podcasts que j'écoute récemment. Alors, il y a évidemment Road to 10 Million de Théo Lyon, qui parle un peu moins de vente qu'avant, du coup, d'ailleurs. On a Secret d'agence de Pierre Paris. Et puis, on a Bulldozer de... Non, pas Bulldozer, comment il s'appelle Conquête de Jordan Chenevier-Truchet. Voilà, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'écoute beaucoup ces 3 podcasts-là. J'écoute aussi un petit peu le podcast de Scalesia. Mais en gros, j'aime bien écouter des gens smart. Et donc là, Théo, pour moi, est extrêmement smart. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ses réflexions parce que ça me permet à chaque fois de nourrir des pistes, etc. Pierre Paris, c'est différent parce que lui, il va beaucoup, beaucoup parler d'expérience. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui expérimente des choses et qui bourrine vraiment sur la partie développement d'agence. Et donc, c'est plus pour le côté essayer d'éviter les erreurs et c'est assez pratico-pratique avec lui, donc c'est plutôt intéressant dans ce sens-là. Et puis Jordan Chenevier est un excellent intervieweur et donc il arrive toujours à tirer des choses de ses invités qui sont vraiment hyper intéressants. Donc voilà, j'ai écouté beaucoup ça ces derniers temps et c'est pour ça que beaucoup de réflexions que je vais vous partager aujourd'hui viennent de là. Voilà, donc tout ça pour vous dire, la vision s'est bien éclaircie pour nous et du coup on a aussi confiance dans le fait de présenter nos offres à nos audiences. On a des audiences qu'on a construites depuis longtemps, il est temps de leur présenter. Donc j'ai déjà présenté sur le coin des youtubeurs, donc ma chaîne YouTube qui parle aux youtubeurs, dans un live. Donc j'aurais déjà présenté là-dessus. Je referai maintenant référence dans les contenus régulièrement à ces offres. On va bientôt le faire sur Code YouTube et sur LinkedIn aussi. Et là, le but, c'est de multiplier les rendez-vous parce qu'on sait exactement maintenant où on va, on sait comment présenter les choses, etc. Et ensuite, il faudra qu'on les propose. Vous voyez qu'il commence à y avoir un plan commercial, un truc qu'on n'avait pas vraiment avant. Proposer à tous les anciens clients. J'ai peut-être 250 anciens clients, des personnes qui avaient soit acheté la formation à l'accélérateur, soit qui avaient pris des audits ou des coachings, mais parfois depuis il y a 5-6 ans, qui ont toujours des chaînes YouTube, qui ont toujours envie de la développer, etc. Et qui du coup pensent peut-être que je ne fais toujours que des audits et des coachings à l'ancienne, alors qu'en fait on a beaucoup évolué, donc ça peut valoir le coup de les recontacter évidemment, parce qu'on pense qu'on peut les aider. Voilà. Donc ce que je pense faire là, c'est en gros leur envoyer un email, prendre des petites nouvelles, leur dire tiens ça va depuis le temps, etc. Aller voir un petit peu leur chaîne, donner 2-3 petites idées, et puis si jamais ils sont ok, leur tourner une petite vidéo pour expliquer tiens voilà le plan, voilà ce que je verrai pour toi. Si ça te dit, on en parle, on se fait une visio. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis ensuite la phase suivante, si on veut faire x4, il faut qu'on continue à aller plus loin. Une fois qu'on a relancé un petit peu tout ce qui est évident chez nous, ça va être d'aller chercher les prospects froids. Donc les prospects froids, c'est ceux qui ne nous connaissent pas encore ou très peu. Donc là, c'est plus inconfortable, on n'a pas du tout l'habitude. On a plus l'habitude d'avoir des gens qui nous contactent et qui disent « je veux bosser avec vous ». Donc là, c'est tout confort. Ça, c'est la joie de la création de contenu, on va dire. Mais ça peut être nécessaire d'avoir un process pour aller chercher les prospects froids et ça peut même être rassurant dans certains points. Je vous explique. Des prospects froids, ils vont mettre moins d'affect dans leurs décisions. Donc typiquement, peut-être ça peut être plus difficile d'avoir un prospect froid qui un jour dit « ok, je signe pour un accompagnement avec vous ». Ça peut être plus difficile, mais s'il le signe, c'est que c'est pas pour vos beaux yeux. Alors qu'un prospect qui vous connaît peut le faire un petit peu pour vos beaux yeux quand même. Et donc, on peut se sentir un peu plus beau, un peu plus fort qu'on l'est en réalité. Donc en fait, je pense que c'est quand même intéressant d'aller chercher des prospects froids pour ça. Ça va me rappeler... alors on va pas le faire comme ça, hein, mais mon premier stage ingénieur, j'ai passé une journée entière au téléphone à appeler des gens et à leur demander s'ils avaient besoin d'un devis pour des barrières pour chevaux, parce que j'étais dans une boîte qui faisait des barrières pour chevaux, quoi. Et c'était un sacré exercice, l'air de rien. Voilà, assez flippant, mais super formateur. Donc là, on va pas le faire dans ce sens-là. Il y a d'autres façons de le faire.
J'en parlerai pareil un peu plus tard, des bold moves, d'aller faire des choses un peu culottées. Donc moi, c'est comme ça que je le ferais plutôt que de décrocher le téléphone. Mais voilà. Donc pour ça, pour aller chercher les prospects froids, il y a plein de façons. Et aujourd'hui, on n'arrête pas d'être démarché par plein d'agences qui vous aident à trouver des clients de plein de façons différentes. Exemple, il y a ce qu'on appelle les cold emails. Donc, ça va être des boîtes qui vont trouver des emails qualifiés et qui vont envoyer des emails à votre place et qui vont ensuite vous renvoyer la liste des personnes intéressées. Il y a le réseautage. Typiquement, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je montais 2 jours par mois à Paris et que j'allais déjeuner avec des gens des réseaux parisiens, que j'allais passer dans les podcasts, interviewer des gens dans les podcasts, enfin voilà, faire un peu du réseau là où ça se passe. Il y a des boîtes qui proposent des systèmes avec des closers, c'est-à-dire que là, c'est des personnes qui vont à la fois identifier des boîtes, les contacter, faire même des rendez-vous, enfin des boîtes ou des prospects, faire des rendez-vous avec eux et les faire signer. Et une fois qu'ils ont signé, qu'ils ont closé la vente, le closer prend son pourcentage et puis il repart. Voilà, ça c'est un truc, honnêtement, je ne me suis jamais vu faire ce genre de truc. Jusqu'à ce que j'entende tout récemment quelqu'un qui faisait ça de façon assez intelligente, pareil, dans un podcast de Jordan, où je trouvais que j'avais pas mal de valeurs en commune avec l'invité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que lui était très réticent à ce genre de choses aussi avant. Et à un moment, ils ont trouvé le switch. Et ils se sont dit, en fait, on va le faire, ce truc, les closers, les cold email, les trucs qui peuvent parfois être un petit peu assimilés à du spam par certaines personnes. Il a dit, en fait, maintenant on le fait, mais on le fait avec un autre nom de marque. Ce qui fait qu'en fait, jusqu'au moment où il y a rendez-vous avec nous, les gens ne savent pas que c'est nous. Et ça, je trouve ça vachement malin, parce que du coup, ça permet, en gros, de faire des pratiques qui vous plairaient pas trop en termes d'image de marque. Vous pouvez vous permettre de les faire quand même. Et au moment où la personne arrive à rendez-vous avec vous, vous dites, bah, en fait, non, mais c'est la même entité. Ah, ok. Et je trouve ça pas con. En fait, je trouvais ça, et là, je trouve ça m'a débloqué un truc dans le cerveau. Le sponsoring. Alors, sponsoring, ça peut être plein de choses, mais je vois par exemple du sponsoring de newsletter. Il y a une newsletter très qualifiée de personnes qui pourraient totalement être intéressées pour développer une audience YouTube. Pourquoi pas sponsoriser une newsletter. La publicité, faire des webinaires. Enfin, il y a plein de façons finalement de faire tout ça. Autre que juste on crée du contenu sur nos podcasts et vidéos, puis on attend que les gens viennent. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour imaginons par exemple on fait la publicité et ça marche. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a quelque chose de réplicable et quelque chose qu'on peut faire passer à l'échelle. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la création de contenu en fait. La création de contenu, on peut évidemment faire plus, et en ce moment on peut faire vraiment beaucoup plus, mais c'est pas une échelle très linéaire en fait, c'est pas très prédictible. Alors que la publicité, si on met 10 euros, si on met 1000 euros de budget et qu'il y a 2000 euros qui sortent, il y a de bonnes chances que si on met 10 000 euros de budget, on ait un peu plus qui sortent, quoi. Peut-être pas 20 000, mais au moins 15 000. Et donc en fait, on peut comme ça démultiplier les efforts. Donc voilà, on va évidemment pas tout tester, mais tous ces nouveaux trucs s'ouvrent à nous. Ce sont tous des champs dans lesquels on est nul, on n'a jamais fait. Certains vont peut-être se faire aider, peut-être on va se faire coacher. Mais en tout cas, c'est une nouvelle étape et ce sera super intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'attaquer un peu ces sujets-là. Voilà, donc ça c'est pour la partie un peu chiffre d'affaires, déjà 23 minutes. Maintenant je voulais parler un petit peu des prix. On va augmenter nos prix à nouveau, notamment sur les audits stratégiques, donc vraiment le point d'entrée. Mais je refuse, c'est un peu con, c'est un truc que je mets dans ma tête, mais je me refuse d'augmenter les prix sans augmenter la valeur qu'il y a dedans. Alors que possiblement que nos prix sont déjà trop bas par rapport à la valeur qu'on donne, mais c'est pas grave. Et en fait, ce qu'on a fait récemment, c'est que plutôt que d'avoir un audit fait par une seule personne, on a un stratégiste qui encadre tout l'audit, qui fait le rendez-vous avec le client, qui va ensuite délivrer l'audit, etc. Mais on a à côté 2, voire 3 spécialistes qui, en plus du stratégiste, vont venir apporter leur regard sur un point très précis de la chaîne YouTube. Typiquement, moi, je fais une vidéo de 1/4 d'heure, 20 minutes, une demi-heure sur la data de la chaîne YouTube. Toute la partie data. J'ai analysé, j'ai mes trucs, etc. Je fais la vidéo, je la présente, je l'envoie au stratégiste, mais j'envoie aussi au client. On a Laurine qui fait toute la partie petite miniature, branding de chaîne, toute la partie graphisme et comment on attire les gens sur la chaîne YouTube. Et on a commencé à tester un spécialiste sur les formats courts et les shorts. Et donc en fait, ça c'est des trucs qu'on rajoute et que le client reçoit après l'audit. Ça c'est super intéressant parce que du coup on joue sur nos forces, parce que chez VideoBiz l'intérêt c'est qu'on n'est que des spécialistes chacun dans notre domaine, et donc
On construit un truc tous ensemble. Et en plus, ça aide le stratégiste qui, du coup, n'a pas besoin de creuser dans un domaine qui n'est pas peut-être pas autant son expertise que ça peut l'être pour nous. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est super confiant dans l'idée d'augmenter le tarif de ces choses-là. Alors, j'ai deux schémas, deux façons de grilles de lecture, en fait, pour les entreprises et pour les offres. Pareil que j'ai entendu dans les podcasts à droite à gauche. Hein. Alors après, c'est pas des trucs tout nouveaux, mais pour moi, c'est un peu nouveau de voir les choses sous cet angle-là. Donc, première grille, c'est de dire que quand on a une agence, en fait, il y a 3 types d'offres. Ça vous paraît tout con, mais pour moi, c'était une découverte. Il y a 3 types d'offres. Il y a les offres do it yourself, il y a les offres done with you, et les offres done for you. Alors, do it yourself, ça veut dire fais-le toi-même. Donc, typiquement, je vais vous donner un exemple, mais je vends une formation pour développer votre chaîne YouTube. Voilà la formation, démerdez-vous. Do it yourself. Ok ? Done with you, ça veut dire fait avec vous. On le fait ensemble. Là, c'est plutôt un format où, en gros, on va faire du brainstorming, on va faire des propositions, des contre-propositions, on construit le truc ensemble. Donc, ça s'apparente plus à du coaching, on va dire. Et done for you, c'est faites-nous confiance, donnez-nous le truc, on fait tout le process, on vous rend le produit final. Voilà. Et je sais bien que les meilleures entreprises sont celles qui se focalisent que sur un seul truc et le font à fond. Ça nous... désolé, mais c'est pas dans notre ADN de faire ça comme ça. On aime bien développer plusieurs offres, parce qu'on a plusieurs cibles qui n'ont pas les mêmes sensibilités. Mais en gros, le do-it-yourself, on l'a déjà beaucoup, puisqu'il y a toute la partie contenu gratuit, et puis la partie formation, voilà, j'ai déjà l'accélérateur qui est très bien, et puis on va sortir quelques petites formations comme ça à droite à gauche, mais cette partie-là, je pense, va être relativement bien couverte. Le done with you. En fait, le done with you et le done for you, c'est vraiment le truc sur lequel on s'est cassé les dents sur nos offres ces derniers temps, et où plusieurs fois on se disait mais pourquoi ça va pas, pourquoi il y a un truc qui nous paraissait bizarre en fait. Et dès le moment où on a découpé le truc comme ça, c'est devenu limpide. C'est très très drôle. Donc, je donne un exemple. On a un client qui galère un peu sur le script de sa vidéo. Si on fait du done for you, done for you, ça veut dire donne-moi ton sujet, je t'écris un script, je te l'envoie et tu tournes ta vidéo. Problème, déjà ça coûte très cher, et surtout, vrai problème, le client, s'il s'intéresse un tout petit peu à sa thématique, il va dire vous êtes sympa les gars, mais vous n'êtes pas moi, et vous ne pourrez pas mettre autant mon expertise que moi, vous allez probablement dire des âneries, etc. dedans. Donc je suis obligé de repasser dessus, ou alors de vous dire comment corriger le truc. Et là, on s'en sort pas. Mais un script done with you, est-ce que c'est mieux ? Un script done with you, c'est typiquement, on se cale une visio, et puis on prend 2 ou 3 heures pour écrire tout le script ensemble. Pas idéal non plus. D'accord ? Vous pouvez commencer à avoir le problème un petit peu. Et donc avant, on faisait un petit peu entre les deux. On disait, envoie-nous ton script, on revient, nous on mettait des notes dessus, donc on faisait avec eux, mais en asynchrone, puis ils refaisaient, et donc ça prenait beaucoup de temps pour nous, beaucoup de temps pour le client, et généralement, à la fin, le client disait, ouais, mais moi j'aurais préféré que vous écriviez pour moi, quoi. Et donc au final, personne n'était content, quoi. Et donc, on a trouvé comment solutionner le problème, finalement. C'est que on a une partie qu'on fait en done with you, qui est la partie la plus importante du script, c'est-à-dire trouver l'angle, l'angle qui va faire que les gens vont avoir très envie de découvrir la vidéo, de cliquer dessus, etc. Rédiger l'accroche, et ça on le fait ensemble, en visio, on fait les allers-retours, on trouve les formulations, les phrases, etc. Et ensuite, le reste du script, le client l'écrit. Il l'écrit un peu à la volée, et c'est pas grave si c'est pas parfait. Et nous, on vient ici juste faire une vidéo, asynchrone, où on va expliquer ce qui va pas, ce qu'il faut modifier. Mais c'est assez directif, c'est-à-dire que c'est fait pour que la personne ait tous les éléments pour remodifier son script, et c'est tout, on revient pas dessus. C'est pas pour dire, alors là, tu pourrais peut-être essayer de modifier ça. Si je dis juste, essayer de modifier l'intro, que va faire le client ? Évidemment, il va dire, ah bah tiens, j'ai modifié l'intro, t'en penses quoi ? Donc ça va pas. Donc c'est-à-dire que nous, on doit aller un peu plus loin et dire, ces phrases-là, tu les supprimes, celle-là, par contre, reformule-la comme ça et comme ça, celle-là, par contre, elle est bien, là, dans ta structure, échange cette partie et cette partie, enfin voilà, on fonctionne un peu comme ça, et du coup,
C'est du done with you, avec une surcouche de conseils par-dessus, et qui fait gagner beaucoup de temps aux clients, qui nous fait gagner du temps, et qui est surtout vachement efficace. Donc voilà, on a trouvé notre sweet spot comme ça. Et donc globalement, nous, nos offres d'accompagnement sont majoritairement... alors on a une petite offre qui est du do-it-yourself, sur lequel on a un tout petit créneau dans le mois où on peut faire très rapidement du done with you, mais un petit aller-retour. Mais c'est globalement du do-it-yourself, voilà, sauf avec... Enfin voilà. Et après, l'offre d'accompagnement un peu plus fat, c'est du done with you. Où là, en fait, plus on avance et plus on se dit que plein de petits rendez-vous récurrents, c'est bien plus efficace qu'un gros rendez-vous dans le mois. Et donc, on fonctionne plutôt comme ça, où on fait ensemble, par exemple en début de semaine. Ok, donc là, pour cette semaine, il va falloir ça, ça, ça. On regarde le timing. Est-ce que tu as besoin d'aide sur une vidéo? Ouais, alors très bien. Sors le fichier, on attaque. On fait le truc. Ok. Tu veux qu'on regarde un petit bout sur ton montage? Ok, on regarde un bout sur ton montage. Ah, il y a ça. Bah, tiens, ça, tu le modifies, ça, tu le changes comme ça, etc. Et donc, c'est vraiment, on le fait ensemble. Et c'est hyper confortable pour les créateurs parce qu'ils savent qu'ils vont dans le bon sens, ils savent qu'ils ont des bons conseils. Mais en même temps, on leur pompe pas leur temps. On leur demande pas plus de temps, au contraire, on leur fait gagner du temps. Donc c'est super. Et en fait, le done for you, c'est probablement quelque chose qu'on va pas faire pour l'instant. Parce que là, en fait, si on le prend vraiment à l'extrême, le done for you, c'est délégation totale. C'était typiquement ce que font des grosses boîtes de com qui vont vendre une stratégie YouTube à des grands groupes, par exemple. Et où ils vont dire, tiens, on va créer une web série, on va recruter des acteurs, on va écrire des scénarios, et on va vous tourner 25 vidéos. Ensuite, on vous les monte, et ensuite, on vous les poste sur votre chaîne YouTube, et vous les découvrirez à ce moment-là. Et ça, on sait que ça marche pas du tout sur YouTube. Donc, le done for you est beaucoup plus compliqué. Donc, pour l'instant, en tout cas, même si ça peut permettre de vendre des plus gros tickets, on n'a pas la satisfaction d'avoir des résultats derrière. Et nous, c'est les résultats et les vues qui nous drivent. Voilà. Donc, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, dans la philosophie de nos offres, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire un petit peu done for you, un petit peu done with you, tout mélangé. En fait, c'est du done with you sur l'ensemble du truc. Et après, sur chaque petit morceau, on peut très bien, pour certains clients, dire tiens, cette partie-là que tu veux qu'on la fasse, on va te la faire. Donc, par exemple, ça peut être le montage, il est done with you, done for you. Les miniatures, on les fait pour toi, par exemple. Et dans ce cas-là, du coup, on switch dans notre tête, vu que c'est du done for you. Ça veut dire, tu nous fais confiance, tu sais qu'on est bon, et donc on va pas refaire 12 allers-retours ensuite derrière. Voilà. Soit c'est du done with you, et on a cette espèce de jeu de ping-pong, et on construit ensemble, et tu progresses et t'apprends. Soit c'est du done for you, on te fait gagner du temps, et tu te payes les meilleurs. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas venir discuter 50 fois derrière, il faut nous faire confiance. Et ça, voilà, dans notre esprit, ça a vachement changé les choses. Donc je ne sais pas si pour vous ça peut vous aider, mais en tout cas, moi c'était une petite révélation. Et le deuxième schéma que je trouve assez intéressant, c'est le 0 à 1, 1 à 10, 10 à 100. Donc en gros, je ne sais même pas d'où ça sort, ça, mais je l'ai entendu. Il y a des gens qui utilisent un peu, qui disent ouais, bon là, par exemple, on a un client qui était venu nous voir pour un audit, qui avait dit bah là, je bosse avec une autre agence. Sur la partie montage et tout, ils sont très bien. Par contre, sur la partie stratégie, ils m'ont aidé à passer de 0 à 1. Mais maintenant que je veux passer de 1 à 10, ben, ils n'ont pas le niveau. Franchement, ils ne savent pas quoi me conseiller. Donc, c'est la première fois que j'avais entendu cette expression. Et 0 à 1, ça veut dire en gros, je pars de 0, je connais rien, et à la fin, j'ai quelque chose qui existe. Et 1 à 10, c'est j'ai quelque chose qui existe, et maintenant, j'ai envie de le développer et d'en faire quelque chose, d'en faire une boîte, quoi. Donc, en gros, moi, je fais le parallèle avec les entreprises et les entrepreneurs. 0 à 1, c'est le côté justement solo-entrepreneur. Vous créez votre activité. Donc, le but, c'est de valider un marché, trouver un marché, proposer des offres, voir si ça marche, développer son offre et trouver ce fameux fit, le fameux product market fit, etc. Ça, c'est le 0 à 1. Et c'est un peu, on va dire, la plupart des solopreneurs, des freelances s'arrêtent là. En fait, ils s'arrêtent à voilà, moi, mon métier, c'est monteur vidéo, c'est mon activité, je sais qu'il y a une demande, j'ai mes offres, voilà, je reste à 1. Le 1 à 10, alors c'est totalement OK de rester à 1, ou c'est OK de ne pas vouloir aller au-delà de 10, et c'est OK de vouloir aller à 100, vouloir aller à 10 000 derrière, si on veut. Le 1 à 10, je considère que nous, c'est notre phase actuelle. Le 1 à 10, en fait, c'est le moment où on n'est plus un entrepreneur, on devient une entreprise. Et une entreprise, en fait, demande de processiser les choses,
Pourquoi processiser? Parce qu'en fait, quand je suis entrepreneur, tout dépend de moi. Et là, je vais devoir commencer à expliquer à des gens et apprendre à des gens à faire les choses comme moi, voire idéalement mieux que moi. Donc pour ça commence par écrire des process, leur donner, leur laisser se les approprier et les améliorer, ce qui est déjà le cas, parce que mes stratégistes qui sont arrivés dans l'équipe, ils ont déjà commencé à améliorer les audits que je faisais depuis des années. Ils m'ont déjà amélioré ces trucs, et c'est tant mieux. Donc voilà, processiser, recruter des personnes, ça c'est très difficile aussi, c'est un nouveau métier, et développer une boîte, développer des ventes, etc. Parce que après il y a des salaires à payer, etc. Donc quelque part, quand on est tout seul, avoir 3-4 clients dans le mois, en fait ça suffit pour vivre bien et être content. Quand on est une boîte et qu'on a 5, 6, 7 personnes qui dépendent des revenus de la boîte, en fait, les 3-4 clients ne suffisent plus, il faut aller en chercher d'autres. Et il y a un moment, il faut commencer aussi à les vendre, en fait. Donc, il faut apprendre la vente. Et là, nous, on est dedans. Et donc, en fait, là, j'ai vraiment le sentiment, moi, d'avoir débloqué un niveau. Maintenant qu'on a fait ces process, maintenant que la partie recrutement est plutôt bien partie, que la partie développement, on commence à la tacler, j'ai vraiment l'impression d'avoir débloqué un nouveau niveau et de découvrir un nouveau game dans lequel parfois je pige rien. C'est-à-dire que quand j'écoute les podcasts qui parlent de vente, etc., il y a des gens qui ont fait ça pendant toute leur vie, les mecs du marketing et tout. Pire, les mecs du commercial et des ventes. Et il y a des boîtes où en fait c'est hyper millimétré, tout est calculé, tout est optimisé de partout, etc. Et je me rends compte qu'on est des branquignoles à côté de ces gens-là en fait. Nous on fait des trucs un peu comme ça, on fait des rendez-vous, tiens ça va, tiens on a une proposition, on a un truc qui peut t'aider, etc. Et donc on est vraiment très très au feeling. Ce qui est bien au début, c'est un côté sympa et du coup on travaille avec des gens. Et je pense que c'est aussi adapté à la taille de notre boîte. Quand on contacte une boîte comme la nôtre, on s'attend aussi à travailler avec des gens, on ne s'attend pas à tomber sur un process hyper calibré où finalement tu dis que n'importe quel robot pourra le répéter. Mais un jour, si on veut se développer beaucoup, beaucoup plus, il faudra passer par ces étapes-là. En fait, ça qui est intéressant, c'est de savoir que c'est ça qui arrive après. Et de se poser la question si on a envie de ça ou pas. Donc voilà, super intéressant pour moi d'explorer ce nouveau game là où vraiment j'apprends des tonnes de trucs. Ça fait reposer les perspectives aussi et voilà, c'est cette fameuse courbe, vous savez, la fameuse courbe d'apprentissage là, où au début on a l'impression d'être un peu les rois du monde et de se dire ouais j'ai appris plein de trucs et tout, trop bien, en fait notre agence elle est trop bien, on dépote tout. Et là après je redescends et je commence à écouter des contenus de plein d'autres gens qui ont des agences, et notamment les commerciaux là, qui bastonnent, et je me dis mais en fait notamment sur la partie vente etc, on est des branques. On est vraiment niveau tout petit quoi. Et donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est super, super exaltant. Surtout quand on sait que nous on est convaincus de la mission derrière, donc on sait que si on arrive à trouver des clients, ce sera bon pour eux en fait. C'est surtout ça, c'est ça qui nous motive. On reste toujours persuadé que faire de la vente pour aller chercher des clients qui n'ont pas besoin de nos services, personne ne sera content, ni le client ni nous. Et puis bref, donc là, niveau 1 à 10, donc là je sais pas, on est peut-être au niveau 1,5, 2. Et ensuite, il y a le niveau 10 à 100. Donc ça, c'est la phase où on passe de l'entrepreneuriat, ou la construction d'entreprise, à la phase gestion d'entreprise. 10 à 100, c'est le moment où vous commencez à être une PME, vous commencez à être un groupe, vous commencez à avoir une holding, vous commencez à avoir des acquisitions, des machins comme ça, vous commencez à avoir des départements recrutement, des machins comme ça. Et donc là, c'est plus du tout les mêmes compétences, et c'est aussi là où tu as pas mal d'entrepreneurs qui lâchent leur boîte pour les filer à un gestionnaire, qui vont revendre pour que quelqu'un de gestionnaire arrive, quelqu'un qui est spécialisé dans la finance, dans les investissements, dans ces machins comme ça. C'est plus du tout le même game, encore une fois. Et celui-là, aujourd'hui, il ne m'attire pas du tout. Mais le jour où on sera à 8, 9 ou 10, peut-être qu'à ce moment-là, on se dira « Ah, en fait, ça peut être intéressant. » J'en sais rien. Mais là, on est trop loin pour l'instant. Je suis trop loin pour que ça m'intéresse. Donc voilà, je trouve ça intéressant comme métaphore, de 0 à 1, 1 à 10, 10 à 100 par rapport aux entreprises. On va parler un petit peu de la rémunération du dirigeant. Entre freelance, entreprise, combien il faut se rémunérer, etc. Donc déjà, sur la question du pricing, quand j'étais freelance, je fonctionnais d'une certaine manière que je trouvais plutôt intéressante. Moi, je suis pas de la team fake it until you make it, en mode je veux renvoyer une image super expert, donc je vais me vendre super cher tout de suite. Parce que après, je trouve ça met une pression de dingue, et puis surtout, ça amène possiblement à avoir des clients déçus
Et je trouve que c'est pas la meilleure façon de développer une boîte, surtout que le bouche à oreille en général est très précieux. Donc si on surdélivre aux clients par rapport à ce qu'on leur a facturé, il y a des bonnes chances qu'ensuite ils nous recommandent. Après, j'étais à un niveau désespérément bas au tout début, mais c'est pas grave, je regrette pas, absolument pas cette phase-là. Donc, pour moi, là, pour la partie prix, j'ai toujours fait en test and learn. Alors, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, la plus optimale, mais j'ai toujours fait comme ça. C'est-à-dire que, en gros, par phase, je vais mettre un prix, et pour moi, je considère que je teste ce prix. Donc déjà, est-ce que face à ce prix, les clients viennent au rendez-vous et est-ce qu'ils signent les devis en disant « Ok, ça me va ce prix ». Évidemment, première étape. Ou est-ce qu'ils disent que c'est trop cher ? Aujourd'hui, j'ai très 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 rarement eu des gens qui disaient que c'était trop cher. Je m'étais mis un jour en tête que j'aimerais bien peut-être un jour arriver à un prix. Je me dis peut-être le juste prix, c'est le jour où il y a 50% des gens à qui on le propose qui nous disent c'est trop cher. C'est-à-dire que les 50% restants, eux vont dire « Ok, ça me paraît juste ». Et je sais pas, je me suis dit que peut-être ce serait le cas. Bon, aujourd'hui, on doit être à 1%, 2% des gens qui disent que c'est trop cher. Et encore, ils disent même pas que c'est trop cher, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour l'instant, ce qui n'est pas pareil. Donc, ce prix, est-ce que moi je suis à l'aise avec ce prix ? Est-ce que ça met une pression de dingue qui m'empêche un peu de donner le meilleur de moi-même parce que du coup je me fous la pression ? Ou est-ce que je suis à l'aise et je pense que ça vaut au minimum cette valeur-là ? Et ensuite, ce que j'aime bien faire depuis très longtemps, c'est demander le client à la fin de la presta. Lui demander comment il se sent par rapport au prix. Et moi, je lui ai demandé très franchement, j'aime bien y aller un peu au culot comme ça. À la fin de la presta, on n'a plus rien à perdre, on s'en fout. Mais juste de dire, tiens, ça m'aiderait bien pour la suite, mais j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de la presta. Donc, vous savez, la petite technique de quelle note tu me mets sur 10, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant, parce qu'on apprend des choses vraiment très très chouettes là-dessus. Mais surtout, après, je disais, et en termes de prix, je voulais savoir, est-ce que tu trouves que c'était trop cher, pas assez cher, par rapport à la presta que tu as reçue ? Et là, c'est super intéressant. Parce que vous avez quand même un client qui est en face de vous, qui vous a déjà payé, qui va possiblement vous payer une autre presta plus tard. C'est quand même pas souvent qu'on demande aux clients ce qu'ils pensent du prix du produit qu'on vient de leur vendre. C'est là où ça vous redonne un boost de confiance. Quand vous en avez 6 d'affilée qui vous disent « mais c'est vraiment pas assez cher en vrai ». Et là, il faut pousser le truc plus loin. Ok, toi, tu aurais payé jusqu'à combien pour une presta comme ça ? Et là, ils vont dire « j'aurais payé 1200 €, 2000 € peut-être ». Et on fait un peu les moyennes entre les différentes personnes. Et c'est super intéressant, du coup. Et ça permet aussi parfois d'ailleurs de voir que certaines typologies de clients vont payer une certaine somme et d'autres une autre somme. Voilà, tous ne sont pas au même niveau, donc à vous de voir aussi où vous voulez vous mettre par rapport aux clients que vous voulez viser. Mais en tout cas, ça je trouve que c'est génial, et c'est surtout que ça donne une confiance de fou au moment où on monte son prix. Quand on monte son prix, on sait qu'on a déjà plein de clients qui nous ont dit ça les vaut largement. Donc, on est tranquille. Après, je voulais parler un petit peu d'un terme que je sais pas pourquoi je l'aime pas, il me dérange. C'est le terme de croyance limitante. Je trouve qu'il est hyper galvaudé, il est utilisé, ou alors peut-être c'est moi qui le reçois mal, qui le comprends pas. Mais je trouve que c'est assez réducteur en fait, comme si en gros, en fait j'ai l'impression que la plupart des gens qui vous parlent de croyance limitante sont des personnes qui vont vous dire ouais mais en fait c'est parce que tu penses que tu vaux pas beaucoup alors que tu vaux tellement plus, en mode prends confiance en toi, etc. Truc un peu inspirationnel, voilà. Et moi je suis totalement anti tous ces trucs inspirationnels de vas-y tu peux le faire, aie confiance, facture cher, machin. Moi ça ne fait que me faire fuir ces trucs-là. Moi je suis quelqu'un de scientifique, de cartésien, donc j'ai besoin d'avoir des équations en face. Et donc, du coup, mais voilà, le terme n'est pas faux, croyance limitante. Quand je dis je vends ma presta 500 balles alors que nos clients me disent tous ça vaut 2000, je pense pas qu'il soit une croyance, mais il y a bien une limitation quelque part, quoi, dans ma tête. Mais par exemple, un bon moyen, pareil que j'ai entendu dans un podcast, une bonne méthode qui moi m'a permis de débloquer un peu le truc dans ma tête, c'est de calculer par exemple pour un certain type de client ce que ça leur coûterait de produire ce qu'on va produire s'ils devaient le faire de leur côté. Ce que ça leur coûterait en temps, en recrutement, en formation, en salaire, etc. Je donne un exemple. Si la prestation qu'on fait pour un client, si le client voulait faire la même chose avec la même qualité, etc., ça lui demandait de recruter et former 3 équivalents temps plein, d'accord, qui vont peut-être coûter à l'entreprise 60 000 € par an,
Voilà, c'est pas déconnant, 60 000 euros par an, ça veut dire 30 000 versés en salaire, quoi. Donc c'est des profils juniors qu'il faut former, recruter, etc. Ça leur aurait coûté 200 000 euros. Et du coup, une prestation qui vaut 100 000 euros à l'année, ça paraît presque raisonnable. Si je leur propose 100 000 euros, même si c'est un truc qui nous, de notre côté, finalement, nous prend, j'en sais rien, moi, 10 heures par mois pendant 12 mois, si eux, ça leur fait économiser 200 000, bah, finalement, 100 000, c'est pas déconnant. Donc ça, c'est un truc qui fait un peu sauter les plafonds. Pour moi, en tout cas, faire ces calculs-là, c'est vraiment mettre du chiffre derrière. Et c'est plutôt intéressant. Alors, c'est toujours des calculs un petit peu à la louche. Mais dans l'idée, en tout cas, ça me parle plus que de dire « Ouais, crois en toi, machin. » Voilà. Donc, je vais évidemment donner un exemple fictif. Aujourd'hui, on ne fait pas de prestations à 100 000 euros à l'année. Pas encore. Mais vous avez bien compris l'idée. Et j'arrive donc à la question de la rémunération. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui je me considère chef d'entreprise, mon rôle premier, c'est que ma boîte survive. En gros, j'échoue le jour où ma boîte doit fermer ses portes, déposer le bilan et tout. Donc, je veux que la boîte survive. Et donc, en fait, comme beaucoup de chefs d'entreprise, tant que la boîte n'est pas à l'abri financièrement, je me paye le minimum. Vraiment le minimum. Donc le minimum, c'est quoi ? Ça veut dire que quand j'étais en freelance, quand j'étais tout seul dans ma boîte en tout cas, déjà au début, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'indemnité chômage. Ça, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est une opportunité incroyable qu'on a en France par rapport à d'autres pays. Et donc pendant ce temps-là, tout le chiffre d'affaires que je faisais, je le mettais de côté sur un compte en banque. Et ensuite, je me suis payé au SMIC pendant toute une période pour pouvoir récupérer... en gros, je prenais un petit peu dans le compte en banque. Donc j'utilisais on va dire ma réserve tampon. Petit à petit, elle baissait, et puis ensuite le chiffre d'affaires a remonté. Et puis du coup, j'ai réussi à garder à peu près la même réserve tampon. Et cette réserve tampon, je l'ai depuis le début. Elle a été constituée majoritairement par moi tout seul, avant que je recrute des gens, et maintenant que j'ai recruté des personnes, on grignote à plusieurs dedans. Et du coup, ça se grignote beaucoup plus vite. Donc, pour éviter de trop grignoter là-dedans, moi, je paye un salaire minimum. Qui est en dessous du SMIC. Pour être tout à fait honnête, en fait, mon équation est très simple. En gros, entre le salaire de ma femme et moi j'ai besoin, de mon côté, de tirer à peu près 2 000 euros pour qu'on soit juste bien. Voilà, on se fait pas des vacances de fou non plus, voilà, mais on vit bien, pas au stade où l'argent devient un problème au quotidien. Voilà. On s'occupe parfaitement des enfants, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai 1 000 euros qui viennent de mon activité photo, qui est séparée de la société, Videobiz, et puis je prends donc 1 000 euros sur Videobiz. Et pourquoi je dis que c'est un minimum ? C'est un minimum dans une boîte parce que ça vous permet d'accumuler des trimestres de retraite, etc., de cotiser, enfin voilà. Si je prenais moins que ça, je prenais genre 500 euros, ce ne serait pas suffisant. Donc voilà, donc en gros, j'ai mes petits 2 000 euros par mois. Et donc, tout le reste, c'est fait pour que... absorber en fait éventuellement des mauvais mois si ça arrivait, garder de la trésorerie pour se mettre à l'abri. Donc voilà, ça c'est une chose. Prendre le minimum de la boîte, en tout cas c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui, parce qu'on est encore dans une phase d'instabilité financière, on va dire. Donc tant qu'on est dans cette phase-là, c'est mon rôle de prendre moins que mes salariés. Je me paye moins que mes salariés. Maintenant, il faut faire attention à ce que ce minimum, il soit aussi suffisant pour être bien dans côté famille, quoi. Garder le soutien de la famille, etc. Si demain, je me payais 500 balles sur toutes mes activités confondues, je peux vous dire qu'il faudrait renoncer à plein de choses, et d'un seul coup, l'entreprise, le soutien de la famille ne serait plus le même. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est logique, ça me paraît logique, moi, en tant que dirigeant d'une boîte qui grandit, de faire ça, mais ça veut dire aussi qu'à un moment, on s'attend à ce que ça paye. Et payer, ça veut dire que tous ces sacrifices, entre guillemets, ils doivent à un moment être un peu décuplés. Donc le plus évident pour ça, c'est de se payer en dividende. Donc sur la marge qui est faite à la fin de l'année, on peut reprendre une partie en tant que dirigeant. Donc à nous de voir combien il faut remettre un peu dans la caisse pour refaire ce matelas de sécurité et combien on peut prendre. Aujourd'hui, j'ai encore jamais pris de dividende parce que chaque exercice quasiment était j'ai dû avoir, je crois, une année où j'ai eu des pertes de 2 000 euros, une autre j'ai eu des gains de 3 000 euros, et sinon on est à l'équilibre à peu près. Mais c'est aussi ça tout l'enjeu de faire en sorte que cette année on multiplie par 3 ou 4 le chiffre d'affaires. C'est que si on n'arrive pas à le multiplier,
ça fera encore une année à l'équilibre, et je peux pas faire moi encore beaucoup d'années à l'équilibre en me payant que 1000 sur la boîte. Donc il y a bien un moment, il faut que ça finisse par payer, même si, comme je vous disais au début, je suis pas motivé, l'argent n'est pas mon moteur principal, mais à un moment, il faut quand même que cette prise de risque, elle soit rémunérée, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, et puis il y a aussi le côté où, quand on démarre une boîte, notamment là avec mes salariés, Mathieu et Laurine, il y a une partie lune de miel. Les premiers mois, 12 mois, 18 mois, où on est en train de construire le truc, c'est grisant, etc. On est tous prêts un petit peu à serrer la ceinture, à pas se payer trop, juste parce que c'est excitant qu'on construit une boîte ensemble. Mais pour eux aussi, à un moment, ils vont dire, moi j'aimerais bien que mon salaire il augmente un petit peu aussi. Voilà, je bosse bien, je me donne à fond pour cette boîte. Ce serait logique que ça augmente un petit peu. Et donc en fait, voilà, là aussi, le chiffre d'affaires il doit augmenter, enfin la marge plus exactement doit augmenter, pour que d'un côté effectivement moi je me paye, mais aussi bien sûr pour pouvoir augmenter les salariés. Donc voilà, tout ça pour dire que l'argent reste un sujet évidemment important, même si c'est pas le principal. Et puis, il ne faut pas que j'oublie que dans tout ça, je détiens des parts de la boîte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la boîte, sur le papier, elle a une valeur, pas forcément très importante quand on ne fait pas de marge. Mais, et donc voilà, c'est peu probable qu'elle soit vendue, cette entreprise. En tout cas, pas en l'état, pas aujourd'hui, même si elle commence, avec tous les process, les recrutements, etc., elle commence à avoir de la valeur, une vraie valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais un jour elle est vendue, comme aujourd'hui je détiens 100% des parts, je toucherai 100% des parts. Donc ça, c'est pas rien. Mais voilà, on sait bien qu'une agence, c'est pas forcément le type d'entreprise qui se revend souvent ou qui se vend facilement, surtout quand elle est construite autour d'un personal branding qui donc dépend pas mal de ma tronche encore pour l'instant. Et puis, un autre élément qu'il ne faut pas oublier quand même, certes, je ne me paye pas beaucoup, mais dans les moments un peu difficiles et tout, je me dis, attends, t'as quand même ton job de rêve là, Sylvain. T'as quand même ton job de rêve. Mon job aujourd'hui, si demain je gagnais au loto, il faudrait déjà que je joue, mais si je gagnais au loto, 100% je continue à faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne change rien. J'adore, c'est trop bien ce qu'on fait comme boulot. C'est usant et tout, mais je redemande. Voilà, c'est même 10 fois mieux que quand j'étais tout seul. Dans la partie, en faisant quasiment le même job, en faisant des audits, en créant du contenu pour le coin des youtubeurs et tout ça, quand j'étais tout seul, il y avait plein de points de galère. Aujourd'hui, je les ai tous délégués. Je fais plus de montage vidéo, je fais plus de titres et miniatures, tout ça, et surtout, je partage avec des gens. Donc, c'est 10 fois mieux que quand j'étais freelance. Et c'est même 100 fois mieux que les jobs salariés que je faisais avant. Et je suis quelqu'un de profondément optimiste. Et je peux vous dire, les jobs salariés que je faisais avant, j'aimais bien. J'adorais aller bosser. Et aujourd'hui, c'est 100 fois mieux. Donc ça, c'est une partie qui est quand même ultra importante. Et je reviens sur la question des 40 balais. Mais oui, quand on a 40 balais, avoir un smile comme ça quand on bosse, je peux vous dire que c'est tout ce qui compte. En fait, c'est tout ce qui compte. Donc, la question de l'argent, elle est totalement secondaire à partir du moment où on atteint notre minimum vital. Et aujourd'hui, le minimum vital, il est un peu trop du côté vital et pas encore... il faut qu'il remonte un petit peu, quoi. Et puis, bien sûr, cette question des parts, moi, j'aimerais bien proposer des parts à mes salariés. Alors, j'ai aucune idée de comment ça marche. Je n'ai pas encore vraiment creusé le sujet. Mais je me vois bien, par exemple, si jamais on fait une bonne année, de toute façon, c'est la voie qu'on prend, cette année 2024, l'année où on se développe, proposer 2 options aux salariés. Est-ce que tu veux que je t'augmente ton salaire pour l'année prochaine ou est-ce que tu veux prendre des parts sociales ? Alors, il y aura des calculs à faire pour savoir ce qui est plus intéressant financièrement, mais globalement, pour moi, quand on prend des parts sociales, on a un léger risque parce que, en gros, la valeur, on ne la touche pas tout de suite, alors que du salaire, on le touche tout de suite. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai plutôt intérêt, je pense, à filer des parts sociales qu'à augmenter les salaires. Parce qu'augmenter les salaires, c'est du récurrent tous les mois. Et donc, c'est augmenter la dépendance, on va dire, au salaire. Alors que les parts sociales, c'est plutôt le jackpot si tout le monde a bien bossé. Et voilà. Et donc je pense qu'il faut essayer peut-être en valeur de proposer un truc plus élevé en part sociale qu'en salaire pour peut-être inciter, s'ils ont envie de prendre des parts sociales, mais après, chacun décidera ce qu'il veut. Voilà, ce sera un sujet, je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra plus tard. Pour l'instant, je suis pas formé. Encore un des millions de trucs qu'il faut apprendre. Le point de non-retour de l'entreprise, 54 minutes. Ok, on avance. Le point de non-retour. Aujourd'hui, si je le voulais, je pourrais aujourd'hui, avec les process en place et tout, faire toute la production stratégique de la boîte.
Je pourrais faire moi-même tous les audits stratégiques, je pourrais faire moi-même le suivi de tous les clients, je pourrais faire moi-même tous les rendez-vous clients, etc. Et en faisant tout ça tout seul, je ferais beaucoup plus de marge, et ça m'amuserait toujours en fait de le faire. Mais il manquera le côté partage avec les autres, et surtout émulation, qui fait qu'on progresse super vite, parce qu'en fait, en réalité, oui, je pourrais le faire tout seul, mais j'aurais jamais construit l'entreprise jusqu'à ce stade tout seul, de toute façon. Donc, ce serait un peu un truc d'enfoiré, de dire aujourd'hui, allez, maintenant, vous vous dégagez, et moi, je fais tout seul. Et je suis sûr que j'ai pas du tout envie de le faire, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on a, nous, atteint le point de non-retour il y a quelques mois, quand on a changé de mentalité, en se disant, en fait, notre boîte, elle a vocation à devenir au moins une boîte avec 10 personnes dedans. Et donc, typiquement, passer le stade du 1. Des 0 à 1, maintenant, on passe de 1 à 10. Et donc, ça veut dire qu'on se pose la question de qui on doit recruter, qui on doit former, comment on peut évaluer ces personnes, les bonnes personnes, les mauvaises, etc. Comment on fonctionne en tant qu'entreprise. Et c'est là où on a débloqué ce nouveau niveau, qui est passionnant, franchement, qui est génial, que j'adore, dans lequel je suis probablement pas très bon, mais je demande qu'à progresser. Et qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on rogne autant sur notre marge, en fait. C'est parce que je passe un temps fou à former les nouveaux, à les évaluer, à les faire progresser, à voir qui on peut recruter. Et en fait, tout ça, c'est du dédoublement de notre temps, à les payer évidemment pour leur prestat. C'est du dédoublement de mon temps parce que c'est un pari sur l'avenir. De se dire, une fois qu'ils seront bien formés, ils vont pouvoir prendre les trucs à leur compte. Et donc, il y aura des activités stratégiques qui vont se passer, de stratégie YouTube, où quelque part, je pourrais théoriquement ne même pas savoir ce qui se passe. Il y a un stratégiste qui a bossé, il a pris son chèque, nous on a pris une partie aussi, et c'est de la marge pure, et on peut développer la boîte comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, on va faire une boîte qui peut commencer à grossir et à faire un peu plus de marge. Donc ça, c'est super intéressant, mais c'est un tout nouveau game, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on rogne sur la marge, je perds du temps, j'essaie de bien payer mes stratégistes pour les motiver aussi, je dois aussi les soigner eux, parce que j'ai envie qu'ils restent. Mais ça permettra de rendre la boîte plus autonome avec ses process, ses talents et sa capacité à grossir vraiment sans limite. Voilà. Et le but étant de pouvoir aider toujours plus de créateurs, parce que tout seul, je peux aider 5 à 10 créateurs, mais si on monte une boîte avec 10, 15, 20, 30 personnes dedans, on peut en aider des centaines. Et donc du coup, effet énorme. Et donc ce qui est assez cool, c'est que du coup, quand on a commencé à penser la boîte comme ça, on a déjà commencé à résoudre des problèmes. Et je pense vraiment sincèrement qu'aujourd'hui, on a résolu des problèmes en interne, qui sont des problèmes qu'on n'a pas encore rencontrés. On les aura bientôt, mais on les a déjà résolus avant de les avoir. Donc ça, c'est plutôt cool, et ça nous donne, nous aussi, une confiance décuplée pour aller chercher des nouveaux clients. Donc ça, c'est très cool. Voilà, donc c'est cool. Et ce qui est assez drôle, je trouve, c'est qu'en fait, de l'extérieur, personne ne le voit, tout ça. C'est que des trucs qu'on a fait nous en interne, etc. De l'extérieur, on peut voir la boîte et se dire, bah, je sais pas, un Théo Lyon avec qui je parlais en novembre, de tiens, est-ce que ça t'intéresse, VidéoBiz, regarde comment ça marche, etc. Enfin voilà, on a échangé. Je suis sûr que je refais un rendez-vous avec lui. Il va me dire, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Je vais faire, bah, à peu près pareil qu'en fin d'année dernière. Ok. Ouais, mais on a fait des process, tout, on a développé des trucs. Ouais, ok, mais ton chiffre d'affaires, il s'est pas développé. Bah oui, mais en fait, on a tout renforcé à l'intérieur. Tous les rouages sont parfaitement graissés, tout clean, etc. Alors qu'avant, c'était bien crade. Donc en fait, pour nous, ça change tout. Parce que maintenant, on a changé la vitesse. On a changé le rapport de vitesse. On a passé la seconde ou la troisième. Et donc, du coup, on a un potentiel de vitesse beaucoup plus important que ce qu'on avait avant, même si on n'a pas encore appuyé sur la pédale d'accélérateur. Enfin, on est en train, quoi. Donc c'est assez intéressant, je trouve. C'est marrant de se dire que des fois, de l'extérieur, on se dit, oh, cette boîte, elle reste pareille, alors qu'en fait, elle a tellement changé à l'intérieur. Voilà, je fais une petite pause pour vous faire un petit point des projets perso, des projets de la boîte. Donc déjà, vous savez, ce podcast s'appelle Le Milliard en vues, donc je vous fais un point statistique sur le nombre de vues. Alors je vais être tout à fait transparent avec vous, le suivi est un petit peu en stand-by, parce que mon gros tableau de suivi de stats, j'ai voulu optimiser un peu trop de choses. Merci ChatGPT qui m'a d'ailleurs fait écrire des scripts pour les Google Sheets et tout ça que je ne savais pas faire. Bref, et ChatGPT m'a aidé aussi du coup à me connecter à l'API YouTube, et donc aller chercher de la donnée publique directement plutôt que d'avoir besoin de les reporter à la main. Et sauf que je dois avoir un truc dans mon code qui merdouille, parce qu'en fait, sur une seule page, la page d'un seul client, je dépasse déjà le nombre de requêtes autorisées par jour de l'API, qui est à 10 000, je crois.
Donc en fait, il faut que je corrige ce bout de code pour que tout se remette bien à jour. Donc en attendant, je suis revenu à une version ancienne du tableur. Donc j'ai pas le nombre exact. Mais je sais que ces derniers mois, on était sur quasiment du 1 million de vues générées pour nos clients en organique. Donc je pense qu'on va être à peu près dans la même zone, même si aujourd'hui on a deux gros créateurs qui ont fait des pauses pour des questions personnelles. Mais on a des petits clients, notamment on a un petit client, alors il est plus forcément tout jeune, mais c'est un petit chouchou qui a beaucoup beaucoup de potentiel, sur lequel du coup on l'accompagne aussi. Donc voilà, je sais que c'est des trucs qui vont payer aussi sur le long terme. C'est ça qui est assez drôle, je trouve en fait, c'est que on a un peu quelque part cette logique d'investissement. C'est comme ça que je le vois en fait, depuis que je me dis qu'on va essayer de faire le milliard en vue. La question c'est de savoir comment on investit. Est-ce qu'on investit dans des très gros créateurs qui vont avoir des petites croissances, et du coup nous on sait que en gros, vous savez, hein, on s'attribue pas les vues que ces créateurs faisaient déjà avant nous. On va s'attribuer éventuellement des différentiels et peut-être un pourcentage du différentiel de vues qui vont être générés par ce qu'on produit. Ou est-ce qu'il vaut mieux miser sur des créateurs qui débutent tout juste mais qui ont un potentiel de fou, où là on pourra s'attribuer 100% des vues. Voilà, ça c'est marrant. Enfin, quand je dis s'attribuer, on n'achète rien, on ne possède rien. C'est juste que dans mes calculs, je considère qu'il y a un tel pourcentage qui vient du travail qu'on a pu faire avec le créateur, et donc qui est notre plus-value, en gros. C'est comme ça que je constitue. Voilà, on a fait... pourquoi j'avais mis ça? Onboarding stratégiste plus validation. Oui, on a un de nos stratégistes qui a donc pas mal roulé sa bosse maintenant en audit et en stratégie de contenu, et qui a commencé à faire le suivi d'un de nos clients, avec qui ça se passe très très bien. Et donc je suis hyper content. Et donc on a fait son onboarding plutôt proprement. Et donc moi, j'ai bon espoir que ça continue longtemps avec lui. Et donc ça y est, du coup, il est alors toujours freelance aujourd'hui, mais un peu plus proche de nous, un peu plus intégré à la boîte. Donc c'est très cool. Et puis on a une autre stratégiste qui, elle, produit aussi des très très bons boulots, qui n'a pas encore un client à suivre derrière, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et donc voilà, c'est très cool. Et puis au chapitre des choses que j'ai pu faire récemment, je suis allé participer à un séminaire d'une très grosse entreprise qui s'appelle Segos, qui est un énorme groupe de formation. Je crois que c'est leader mondial de la formation en entreprise, qui en gros a des équipes dans plein de pays du monde et a donc des petites chaînes YouTube dans plein de pays du monde, petites plus ou moins grosses en fait. Et donc l'idée de ce séminaire, c'était de leur faire un atelier pour qu'ils apprennent avec leurs équipes à créer leur propre stratégie de contenu sur leur chaîne YouTube. Et on partait plutôt de loin. Et donc ça, c'était super intéressant. Ça m'a permis de construire, vraiment construire un bel atelier avec une petite partie formation sur les bénéfices de YouTube. Il fallait les convaincre un peu que YouTube mérite d'y aller, qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner aussi à y aller. Et puis une petite partie pratique en atelier pour commencer à créer des strats. Alors évidemment, on ne peut pas faire des strats complètes, mais je voulais leur faire mettre les mains un peu dans le cambouis, leur faire travailler justement des mécaniques de titres, trouver des formats, et trouver justement, donc définir un petit peu des formats prioritaires, formats secondaires, trouver des idées titres, etc., les mettre un petit peu dans le mindset de youtubeurs. Et c'était super, super productif et super intéressant. C'était en anglais, tout ça, évidemment. Donc j'ai adoré, je trouvais ça très cool. Et du coup, c'est quelque chose que maintenant je suis capable de répliquer dans d'autres entreprises. Donc voilà, s'il y a des grands groupes que ça intéresse ou des grandes entreprises qui veulent faire un atelier, animer un atelier pour pouvoir réfléchir à la stratégie YouTube, faites-moi coucou parce que je sais faire et j'adore ça. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et puis je l'ai vendu, c'était pas quelque chose de gratuit, donc je l'ai vendu au prix de mes 2 jours de travail que ça m'a pris à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup c'est un asset que je vais pouvoir réutiliser pour la suite. Et puis enfin j'en ai profité aussi pour aller manger avec un client le jour suivant. Donc c'était très très cool. C'est un exercice qui est plutôt nouveau pour moi d'aller faire des déj, parce que moi je suis dans mon petit village du Beaujolais, donc je vais pas souvent en ville. on fait tout à distance. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est super agréable. On a dès le départ commencé à parler de sa chaîne, de ses projets, de comment il peut mieux monétiser son audience pour pouvoir ensuite mieux déléguer des trucs et puis progresser plus vite sur sa chaîne YouTube. Et puis lui-même, étant entrepreneur de longue date, il m'a donné pas mal de conseils aussi pour VidéoBiz ou pour moi en tant que chef d'entreprise. Donc j'ai vraiment adoré, c'était un bon échange de bons procédés et surtout un très bon moment. Voilà, j'ai quelques petits points, 1h04, je pense qu'on va arriver à rester sous l'heure et demie, c'est très bien. Quelques petits points un petit peu différents, on va parler un peu de YouTube et après on va parler, du biais chez les youtubeurs, après on va parler de la fameuse méthode des show doudous.
Donc, les biais chez les youtubeurs. Moi, je considère que mon rôle, c'est justement d'essayer de supprimer les biais que les youtubeurs peuvent avoir. Et on en a plein. Euh, En fait, ce que je me disais, c'est que en les biais les plus évidents, c'est j'ai appris une info, il paraît que. Il paraît que si on met beaucoup de commentaires sous nos vidéos, l'algo va pousser notre vidéo. Il paraît que si je dis 3 fois le bon mot-clé dans l'intro de la vidéo, elle sera mieux répertoriée. Voilà. Donc ça, c'est les idées reçues. Donc ça, évidemment, un de mes rôles, c'est de débunker tout ça. Je fais pas assez encore, parce que malheureusement, les mêmes trucs reviennent encore et encore. Mais voilà, je considère que c'est mon rôle. Et en tout cas, auprès de nos clients, c'est très très souvent mon rôle. Mais après, il y a un truc plus difficile à débunker, c'est que quand on va parler à des créateurs, j'en avais encore cet après-midi là en rendez-vous, on va leur demander c'est quoi vos références, quels sont les créateurs que vous suivez, les chaînes YouTube qui vous inspirent et ce à quoi vous voudriez ressembler. Et très souvent, ils vont nous sortir des chaînes qui sont un peu des exceptions. Et c'est très difficile de leur dire, en fait, ça va être dur à répliquer parce que cette personne, on le voit pas, mais elle a un unfair advantage, elle a un avantage injuste. Un truc qu'on ne voit pas, mais qui fait qu'elle sort du lot. Je donne des exemples. Quelqu'un veut faire de la vulgarisation et il va dire, en fait, moi j'adore la chaîne de Jamy, donc je pense que je vais faire un peu comme Jamy. Très bonne idée. Mais il n'y a qu'un Jamy dans ce monde. Et surtout, la façon de parler de Jamy est super particulière et contribue grandement quand même à la clarté de son propos et au fait qu'on le suive. Donc voilà. Ou alors, par exemple, le créateur auquel on veut ressembler, peut-être qu'en fait, on a l'impression qu'il vient de démarrer sa chaîne et que ça cartonne, mais en fait, peut-être qu'il avait déjà monté 4 autres chaînes YouTube avant qui n'ont jamais marché et qu'il a appris sur ces autres chaînes. Ou peut-être qu'il y a une autre chaîne très connue que tu ne connais pas toi et que toi tu regardes que la chaîne secondaire. Ou alors c'est quelqu'un qui a travaillé dans le milieu YouTube pendant des années et qui enfin décide de se lancer avec le bon réseau, etc. Ou alors c'est quelqu'un qui a justement un réseau de connaissances incroyable qui va pouvoir inviter dans ses émissions. Ou alors c'est quelqu'un qui a une personnalité hors du commun. Et donc tous ces avantages en fait viennent biaiser votre jugement. Et moi, en tant que stratégiste YouTube, je peux pas jouer là-dessus et dire alors regarde, t'as vu Jamy comment ça marche et tout, nous on va t'aider à faire comme Jamy. Je peux pas faire ça, c'est une fausse promesse. Parce que je sais que ça marchera pas. Donc moi, ce que je dois chercher en permanence, c'est les pratiques qui marchent, quelle que soit la personne, et surtout, en dehors de tous ces unfair advantage en fait. Et c'est ça qui est difficile en fait. Et en fait, tous les gens qui découvrent un peu YouTube se font assez facilement embarquer dans ces trucs-là. Actuellement, il y a une mode de dire mais maintenant il faut faire des vidéos sans aucun montage, sans aucun script, juste j'allume la cam et je parle naturel, authentique et tout, parce qu'il y a un bodybuilder américain qui fait ça et ça cartonne. Oui, ok, mais il y a aussi des milliers de chaînes YouTube qui font ça depuis des années et qui continuent de faire ça et pour lesquelles ça ne marche pas. Donc pour moi, la statistique est pas trop en faveur de ce genre de tendance, en fait. Bien sûr que ça flatte un côté agréable chez nous de se dire oui, surtout quand on met MrBeast de l'autre côté en général, ça marche bien. Je veux pas faire du MrBeast, mais on peut ne pas faire du MrBeast sans pour autant aller à un stade où il y a zéro script, zéro préparation, zéro montage. Parce que du coup, c'est ne pas respecter le temps de ton audience de faire ça. Dit celui qui fait un podcast d'1h30 sans montage. Il y a de la préparation quand même, mais voilà. Vous aurez compris un peu l'idée. Donc en fait, il y a tout un tas d'intermédiaires, et probablement que votre zone à vous, c'est dans un intermédiaire. La bonne dose entre de la structure, du storytelling, de la sélection des bonnes informations et enlever les mauvaises, et de l'authenticité. Voilà, il y a un mix à trouver entre les deux. Mais voilà, il faut essayer d'éviter de faire des lectures partielles des choses. Voilà, donc ça, j'essaie de me battre un petit peu contre tout ça. Voilà, les conclusions généralisées. Allez, il est temps de parler de la méthode des show-doudous. Alors, il y a des chances que vous ne connaissiez pas le conte Show et Doux des show-doudous. Si vous avez des enfants, je vous le conseille, c'est une superbe histoire. Mais je vais essayer de vous raconter très brièvement le principe des show-doudous, et après je vous explique le parallèle que je fais avec YouTube. Vous êtes prêts ? Donc, en gros, c'est un pays dans lequel tout le monde est heureux,
il n'y a pas de monnaie, il n'y a rien. Et en fait, les gens reçoivent à leur naissance un sac plein de chaud doudou. C'est des petites boules de poils toutes douces. Et en fait, à chaque fois qu'on offre un chaud doudou à quelqu'un, cette personne se sent bien. Elle se sent, waouh, elle se sent valorisée et tout. Et surtout, ah, c'est agréable, c'est tout chaud, ça fait du bien. Et donc en fait, les gens, ils se filent des chauds doudous toute la journée. Et en fait, ils en ont à l'infini dans leur sac. Et donc tout se passe bien et c'est trop bien. Jusqu'au jour où arrive une sorcière. Parce que la sorcière, elle en a marre que les gens soient heureux, parce que du coup, plus personne n'achète ses potions. Et la sorcière, elle dit, elle commence à semer un peu la zizanie en disant, tu sais que je te vois donner plein... Ta femme, elle n'arrête pas de donner chaud doudou à tout le monde, mais si elle en donne trop, un jour, elle n'aura plus pour toi. Et là, le mec fait, ah merde, je vais commencer à faire des remarques à ma femme pour qu'elle en donne moins. Et puis l'autre, elle dit, ah bon, et puis voilà, enfin, vous comprenez un petit peu la mécanique. Petit à petit, les gens arrêtent de se donner des chauds doudous, ils les gardent pour eux, ou ils se les donnent juste entre amoureux ou à leurs enfants. Et du coup, le monde devient un peu plus triste, un peu plus gris, etc. Et là, la sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente un truc qui s'appelle les froids piquants. Et les froids piquants, en fait, c'est évidemment des trucs froids et piquants, mais emballés dans de la laine pour donner l'impression que c'est des chauds doudous. Et donc, en fait, c'est pratique parce qu'on peut les donner aux autres en leur faisant croire qu'on leur offre un chaud doudou. Mais les autres, ils se sentent pas bien, ils se sentent mal, ils disent ah, qu'est-ce que c'est ça, etc. Mais nous, on a l'impression d'avoir fait une bonne action. En tout cas, ça te donne, voilà, c'est le côté un peu mensonger du truc, quoi. Et tout le monde se refile des froids piquants et tout. Voilà. Jusqu'au jour où arrive une personne qui vient d'un autre pays, qui connaît, qui n'a pas suivi toute l'histoire et qui redonne des chauds doudous à tout le monde et à la fin, ça se passe bien. Voilà. Je vous ai spoilé la fin, je suis désolé. Donc, le parallèle avec YouTube, c'est que pour moi, devenir créateur sur YouTube, c'est totalement accepter d'entrer dans un monde de chauds doudous. Donc, ça veut dire que, en gros, quand vous allez être créateur sur YouTube, vous allez donner beaucoup. Et en donnant, vous allez recevoir en retour. Des fois, vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous avez donné. Des fois, vous allez recevoir moins, peu importe. Mais c'est vraiment un environnement dans lequel on se sent bien. C'est pour ça que je trouve la métaphore, elle est chouette, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Quand on est sur son format sur YouTube, qu'on a trouvé le sujet qu'on a envie d'adresser, qu'on le fait bien, qu'on a une communauté, etc., on s'y sent vraiment bien. Alors je parle pas, il y a plein de petits trucs, hein, les haters, comment on les gère, etc. Voilà. Mais globalement, même généralement dans son écosystème, avec les autres gens qui parlent un peu de la même thématique, etc., je trouve qu'on est plutôt bien, et je trouve du coup le parler avec les chauds doudous plutôt pas mal. Et je vais, comme un petit peu à chaque fois, parler un peu des infopreneurs. Et je parle notamment des infopreneurs qui ont choisi un peu une voie par opportunité. Il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est des sujets qu'il y a dans cette communauté-là, qui va dire, tiens, les sujets tendances pour ouvrir une chaîne YouTube en 2024, ou pour lancer un business en 2024, faites ça et faites ça. Donc c'est les gens qui vont y aller par opportunité, en se disant, ah, il y a un truc, je vais y aller. C'est pas du tout une passion, c'est pas du tout une envie, mais je vais y aller. Et donc quand ces gens-là arrivent sur YouTube, et créent du contenu sur YouTube, pour moi, c'est des dealers de froid piquant. C'est-à-dire, pour moi, c'est des gens qui se mettent dans le déguisement de « je suis passionné, c'est trop bien, viens apprendre avec moi, etc. » Mais où en fait, derrière, ils en ont un peu rien à battre, parce que tout ce qui compte pour eux, c'est pouvoir vendre leur cam, vendre leur petite potion derrière, là, pour te donner l'impression que ça va bien. Parce que souvent, la stratégie, alors encore une fois, je ne mets pas tous les infopreneurs dedans, mais je mets plutôt les gourous de l'infopreneuriat qui forment des gourous de l'infopreneuriat, ceux qui forment, qui parlent que de thunes, etc. Vous voyez lesquels. Il y en a d'autres qui appliquent des méthodes qui viennent de l'infopreneuriat, mais qui ne sont pas des purs infopreneurs. Cela, c'est pas grave. Mais donc, du coup, pour moi, c'est justement ces sorcières, quoi. Ils vont donner plein de froids piquants à tout le monde, en disant, tiens, je fais semblant de te donner de la valeur, sauf que derrière, ce que je fais, c'est de bien te faire te rendre compte que tu as des gros problèmes, que tu es nul, et comme ça, un jour, je te vendrai une solution. Je te vendrai ma potion magique. Tu prendras ta potion, ça ira mieux pendant 10 jours. Et après, de nouveau, tu vas te sentir mal. Et je vais te refiler des froids piquants pendant quelques temps sur ma chaîne YouTube. Et après, je te revendrai une autre potion. Moi, c'est exactement ça, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette métaphore. Et donc, du coup, voilà, c'est les gens qui font semblant et qui mettent, du coup, leur intérêt au centre du village et pas l'intérêt de la communauté, de la passion et des trucs comme ça. Et ça me fait pas mal gerber. Je pense que vous l'aurez compris. Donc, voilà, c'est pas ma façon de voir YouTube, en tout cas. On a un challenge qui va arriver dans les prochaines semaines, mais qu'on commence là tout juste, ça y est, j'ai programmé un petit événement, c'est de commencer à faire vivre la boîte en interne. Et ça pour moi c'est un gros sujet, parce que en fait on est tous à distance. On s'était fait un séminaire en présentiel l'année dernière, on était 4. On va essayer de se refaire un avant l'été là, où on sera potentiellement 5. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant tout le reste du temps ? Et ça, c'est un sujet qui est compliqué parce que c'est un sujet qui n'est pas réclamé au quotidien.
Au quotidien, si je dis à tout le monde, venez, on se fait une visio pour échanger, pour discuter, pour prendre un bon moment, euh, la plupart font, bah, j'ai pas besoin en fait. Moi ça va, j'ai ma famille, j'ai mes potes. Et puis quand je suis au taf, je bosse, t'inquiète, je fais mon boulot, tout va bien. Sauf que moi je sais déjà que c'est mon rôle et je sais surtout que c'est hyper important pour une entreprise d'avoir ces moments informels. Et le truc, c'est que quand on est en présentiel, ces moments informels, ils se créent tout seuls. Ils se créent à la machine à café, ils se créent le matin quand on va se dire bonjour, ils se créent quand il y a une galère et qu'il faut tous aller aider, ils se créent quand il y a un pot de départ, voilà. Ils se créent à ces moments-là. Et là, nous, on les a jamais, en fait, ces moments-là. Donc, il faut les créer et il faut un peu forcer la main dessus. Euh, alors, plutôt que de forcer la main et de dire, bah viens, on va faire un café, on a essayé, on s'est fait des petits midis où on mangeait ensemble. C'est toujours programmé dans notre agenda, hein, mais on n'est pas très très assidu à ce truc-là. Surtout qu'en fait on le fait, mais comme on bouffe, c'est pas très agréable. Du coup, généralement on coupe les caméras. Donc bon, finalement le côté, le côté on est ensemble, on le ressent pas trop. Mais donc je suis en train donc déjà on va faire une première visio avec tous les stratégistes pour qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent, qu'on voit un petit peu les spécificités de chacun et chacune. Et après, j'aimerais bien au minimum commencer par un petit truc mensuel, voilà, une heure mensuelle. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on adapte ce temps pour que ce soit un temps où tout le monde a envie de participer. Et pour moi, le truc le plus simple, c'est qu'il y ait de la valeur. Donc, que par exemple, l'une des personnes fasse un webinaire pour présenter sa spécificité, son expertise aux autres. Et donc, on y va, on apprend, et puis on en profite pour discuter, faire connaissance, etc. Je pense que c'est plutôt pas mal de commencer comme ça. On verra bien après pour faire d'autres choses. Mais voilà, c'est un truc qui me semble important. Et là, pour le coup, c'est un sujet, je pense qu'il faut que je le prenne moi, en tant que The Big Boss. Voilà. Ensuite, j'avais un sujet sur le dashboard. Alors, le dashboard, c'est quoi? Le dashboard, c'est un truc, on a passé beaucoup de temps à le développer, notamment Walex avait passé pas mal de temps à le développer, Mathieu a passé beaucoup de temps à le raffiner. Et aujourd'hui, il est très propre. Je l'aime beaucoup, notre dashboard. Alors, le dashboard client, en gros, c'est quand on a un client qui rentre chez nous pour son accompagnement, on lui montre son dashboard et c'est l'endroit où tout va se passer. C'est l'endroit où il va y avoir tous les échanges, c'est l'endroit où il peut prendre des rendez-vous, c'est l'endroit où il va voir l'avancée de son montage, l'avancée des miniatures, l'avancée des scripts, etc. On échange tout, on fait tout là-dessus. Et non seulement il est joli, au début on avait fait des dashboards sur Notion, ils étaient fonctionnels mais ils étaient moches, on n'avait pas envie d'y aller. Là c'est joli, c'est hyper connecté parce qu'on peut l'associer avec des notifs par email par exemple. Il y a une app sur le téléphone, enfin voilà, c'est bien fichu. Et on est assez content parce que quasiment tous les clients l'utilisent sans trop de friction en plus au début, ce qui n'est pas toujours évident. Et surtout, on se rend compte que c'est un gros gain de temps à plein de niveaux. Donc évidemment, déjà c'est un gain de temps parce qu'il n'y a plus plein de documents à remplir. On ne va pas renvoyer un Google Docs ou des machins comme ça, tout se passe dans le dashboard. Donc il n'y a plus des documents à créer, à dupliquer, etc. pour chaque nouveau client. Ensuite, c'est un gain super intéressant parce que c'est une zone de test. Et une zone de test plutôt standardisée. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, tiens, on va essayer de proposer une nouvelle presta, un nouveau truc. On rajoute une ligne dans le dashboard de tout le monde. On voit qui l'utilise ou pas. Ou bien simplement, on leur dit, tiens, je t'ai rajouté une ligne pour aller voir. Tu nous dis si ça t'intéresse. Simple, rapide, discret. On ne renvoie pas d'email, on ne fait pas des trucs hyper complexes. Donc ça, c'est super intéressant et c'est rapide du coup de tester des nouvelles propositions. Quand il y a un dashboard, quand on a un client et qu'il tombe sur le dashboard, automatiquement, il comprend qu'en fait, il arrive dans une zone où il y a une méthodologie, et qu'a priori, c'est une méthodologie qui est bien établie et qui fonctionne. Et ça, c'est déjà très différent, je trouve, de faire ça, plutôt que de dire, bah, viens, on va sur WhatsApp et on échange sur WhatsApp. Ou là, ça veut dire, il peut se passer tout et n'importe quoi. Là, en fait, il y a un outil, on se laisse porter par l'outil. Donc, en fait, quand il y a un outil et que tout est à sa place, ça devient d'un seul coup beaucoup moins naturel ou logique pour un client de se dire « Ah, j'ai une question, je vais envoyer un mail » ou je vais envoyer un message WhatsApp, etc. Parce qu'en fait, on a un espace dédié dans le dashboard. Nous, on fait l'effort d'être suffisamment réactif. Je dis ça, mais quand je dis nous, je m'exclus du truc parce que s'il y a un bien qui est moins réactif, c'est bien moi. Mais Mathieu, Baptiste, voilà, eux sont très réactifs dessus, Laurine aussi. Mais le moins réactif, c'est moi. Mais dans l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'ils puissent constater que quand ils mettent un message là-dedans, on réagit beaucoup plus vite que s'ils envoient un mail ou un WhatsApp. Ça, je pense que c'est une bonne méthode aussi pour les amener là-dessus. De notre côté, nous suivre plusieurs clients, ça c'est beaucoup plus rapidement, parce qu'on peut envoyer des messages à plusieurs personnes en même temps. On peut passer d'un tableau à l'autre super rapidement. Voilà. Et puis, on s'est rendu compte que c'était aussi un gros argument pour convaincre les meilleurs freelances de travailler avec nous. Parce que pour les freelances aussi, pour les prestataires aussi,
Quand ils arrivent dans une zone où tout est cadré, où ils peuvent voir exactement, ok, tu as besoin de montage vidéo, très bien. Je vais dans mon dashboard, ok, bah je vois que j'ai un montage pour le 24, j'ai un montage pour le 28, et puis j'ai un montage pour le 29. Ah, là ça va faire un peu rapide, est-ce qu'on peut le déplacer au 2 avril? Ouais, très bien, allez hop, je le mets, on change la date, c'est fait. C'est quand même vachement plus simple et vachement rassurant, et ça a beaucoup de valeur, en fait, finalement. De bosser avec une boîte organisée, et de pas bosser avec des gens qui, à la dernière minute, vont dire, tiens, tu peux me faire ça pour demain, toute vitesse, voilà. Pareil aussi pour l'onboarding. Je trouve quand on fait de l'onboarding pour nos clients et également pour les prestataires, bah, ça a de la gueule et ça permet aussi de... Tout le monde visualise les prochaines étapes. Donc voilà, par exemple, on va dire anciennement, quand on avait un client qui disait « Ok, je veux bien signer pour un accompagnement avec vous », généralement, il signait le devis et nous on disait « Ok, super, bah, on te tient au courant ». Et là, il se passe 3-4 jours où il n'y a rien. Et après, on envoyait un message sur WhatsApp en disant bon, alors il faudrait qu'on cale une visio. Quand est-ce que tu es dispo? Alors, je suis dispo telle date. Ah, attends, moi, je suis pas dispo à ce moment-là. Je suis dispo à ce moment-là. Ça te va? Voilà, on part dans des trucs pas très clean, pas très pro. On finit par faire une visio. Ensuite, en visio, bon, alors, t'as des idées de contenu? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Enfin, voilà. C'était artisanal, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, quand on arrive, on fait l'onboarding. On dit alors voilà exactement comment ça va se passer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fonctionne ton tableau. Ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, c'est pour ça. Là tu retrouveras tels éléments, là tu retrouveras tels éléments. Les étiquettes elles marchent comme ça, comme ça et comme ça. Maintenant, tu as préparé, dans l'email que je t'ai envoyé, je t'avais demandé de préparer tant de sujets de vidéo. On va commencer à les placer, on va les mettre aux bonnes dates, on va faire les rétro-plannings. Comme ça on aura le programme des prochaines semaines, on saura exactement qui doit faire quoi à tel moment. Et ensuite, on va caler une visio pour travailler ensemble sur ton prochain point de douleur. Là, il y a tel truc qui a l'air de te coincer. Viens, on se fait une visio, on fait on bosse là-dessus. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Ciao, à lundi. Et ça, c'est pépite. Ça change tout. Ça change absolument tout. Et ça, les clients vraiment apprécient beaucoup. Voilà. Donc en fait, un dashboard crée, je ne vais pas dire que ça crée de la rigidité, mais ça crée de la structure. Et quand c'est structuré, ça donne de la confiance. Et nous, on met la partie flexibilité dans les échanges qu'on a, dans les visios, dans cette partie-là. C'est là où on est flexible, on s'adapte aux clients. Donc en fait, on a vraiment le bon rapport entre toute la structure, tout le plan, il est dans le dashboard. Et par contre, on s'adapte totalement à toi, toute la partie personnalisée, en rendez-vous. Et ça nous va très bien. Ensuite, j'avais un point sur... il n'y a plus que 3 points, et c'est des petits points. Devenir bold. Pourquoi je coince? Alors, je ne veux pas devenir Usain Bolt, je veux devenir bold. Bold, en anglais, ça veut dire bold. Ça veut dire être couillu, oser faire des trucs. Et en fait, pour moi, devenir bold, ça veut dire demain contacter l'agent de Thibaut InShape en disant j'aimerais beaucoup aider Thibaut à progresser en décryptant ses analytics et en lui donnant des insights sur comment il pourrait améliorer de 2% les perfs de ses vidéos. Ça, c'est bold, et c'est un truc que je n'ai pas fait encore pour l'instant. Je pourrais totalement faire, mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, voilà, comme je vous disais, je ne suis pas du type fake it until you make it, etc. C'est juste pas comme ça que je fonctionne. Et en fait, moi, j'ai toujours fonctionné en me disant que ils allaient venir à moi, petit à petit. Et effectivement, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'au début, j'avais plutôt des gens un peu débutants. Et après, quand moi, j'ai commencé à progresser, j'ai plutôt attiré des créateurs de contenu à un niveau un peu plus élaboré, on va dire les 10 000, 20 000 abonnés ou des gens qui ont des chaînes depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, de plus en plus, je suis contacté par des chaînes qui ont entre 100 000. Là, par exemple, tout récemment, il y a un YouTuber à 2,5 millions d'abonnés qui m'a contacté. Voilà, sympa, il a envie qu'on aille boire un verre, trop cool. Enfin voilà, aujourd'hui, on touche des créateurs de contenu, soit avec des très grosses audiences sur YouTube, soit des entrepreneurs ou des entreprises qui font, voilà, qui sont importantes dans le domaine. Donc ça, c'est génial. Mais on n'a pas encore les plus gros. Et ceux-là, je pense qu'il faut se dire que probablement ils ne tomberont jamais sur nos contenus, en fait. Et donc c'est là où être bold, ça peut être pratique. De se dire, tiens, demain, j'appelle Jamy et je lui dis, tiens Jamy, tu as déjà fait un peu analyser tes stats, viens, on va te faire un audit, tu vas voir, je suis sûr que tu vas apprendre des trucs, ce sera intéressant. Pourquoi pas le faire, en fait. Donc voilà, les bold moves. Et ça, en fait, je pense honnêtement que c'est quelque chose qui vient assez facilement quand on réseaute.
Parce que, encore une fois, cette histoire de je monte à Paris, on va dans les bonnes soirées avec les bonnes personnes, etc. Tiens, moi j'ai bossé avec Jamy, machin, viens, je te le présente. Tiens, salut Jamy, tu fais quoi? Bah moi je fais les analytics, machin. Ah, trop cool, tu pourrais le faire pour ma chaîne? Ouais, très bien. Allez hop, c'est fait. Voilà. Le bold move, en fait, il s'est fait un peu tout seul. Le bold move, c'était d'aller à la soirée, on va dire. Ou de commencer à réseauter avec ces personnes-là. Mais finalement, de le faire à froid, bah je sais pas. Il y a un truc qui me retient. Donc pour moi, du coup, le réseautage, je vais essayer d'en faire un peu plus cette année, mais le à froid, aujourd'hui, je ne me vois pas encore le faire. Peut-être un jour. Mais en fait, j'ai le sentiment qu'il faut que je sois 100% prêt, que je sache exactement quoi proposer, etc. En mode, t'inquiète, je sais exactement ce qu'il te faut. Euh, Alors que parfois, c'est aussi simple que ce qu'a fait ce YouTuber, de juste dire, j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de contribuer. Ça te dit qu'on se cale une visio? C'est peut-être ça. Peut-être. Voilà. Et après, voilà, je trouve des excuses aussi. Une des excuses que j'ai, c'est que j'ai trop de trucs à gérer au quotidien. Ce sera une trop grande charge mentale de me lancer dans un nouveau projet. Restons focus sur nos offres, etc. Ces fameux trucs. Voilà, ça c'est une bonne excuse pour ne pas le faire. Donc voilà, je pense que je ne peux pas me donner comme objectif de devenir bold là dans les prochains mois, parce que j'ai d'autres étapes quand même à faire avant. Vous avez compris, hein, quand même pas mal de projets. Mais fin 2024, 2025, je pense que c'est vraiment un truc que j'aimerais bien débloquer. 5 signes qui me font peur dans la communication des partenaires ou des clients, qui m'enseignent des choses sur qui sont ces prestataires ou ces clients et pourquoi j'ai pas trop envie de travailler avec eux. Ceux qui ont une communication trop lisse, trop banale, trop comme tout le monde, ou une communication dans laquelle, quand je regarde les contenus, je me rends compte que j'apprends rien. En fait, je me dis ah oui, c'est vrai, ah oui c'est vrai. En fait, ouais c'est con en fait, n'importe qui aurait pu l'écrire ton truc. Euh, et en fait, ça, c'est un truc. euh, Comment dire? Je pense vraiment que c'est totalement OK de faire ce type de communication-là si on veut viser une masse ou si on veut vraiment parler à des débutants. Ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, quand je cherche des clients ou quand je cherche des prestataires, en général, c'est plutôt pas des débutants que je cherche parce que nous, on essaie d'être à un niveau très élevé, en fait, par rapport à ce qu'on fait. Très exigeant. Donc il nous faut des gens spécialisés dans leur domaine et tout ça, ou des clients exigeants avec eux-mêmes qui veulent être challengés, etc. Et donc du coup, en fait, finalement, si vous êtes par exemple, si vous faites de la prestation, vous avez une agence ou vous faites quoi que ce soit pour lesquels nous, on pourrait être clients, si vous avez, par exemple, sur LinkedIn, tout délégué à un copywriter qui vous fait du storytelling à 2 balles, euh, et alors, ça peut être des posts qui marchent très très bien, mais jamais, jamais de la vie, je vous contacterai. Il y en a plein, il y a des gens qui sont les rois de LinkedIn, qui font des milliers de likes et tout, et quand je lis leurs posts, je dis, ok, mais sinon tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton vrai job en fait? Enfin, je sais pas. En fait, c'est assez drôle, je trouve, parce que le terme d'influenceur, souvent on l'associe très bien en gros, à l'influenceuse Instagram, mais je pense qu'on peut totalement aussi bien l'intégrer à l'influenceur LinkedIn. Je pense que c'est vraiment les mêmes mécaniques en fait, de regardez-moi, regardez ma vie, regardez comme je suis successful, et donc voilà. Mais derrière, souvent, à part expliquer comment faire la même chose sur WhatsApp, pas sur WhatsApp, sur LinkedIn. Voilà, enfin en tout cas, bref, je suis très content pour eux, voilà, mais... Et puis ça a une carrière comme une autre, hein, l'air de rien. Je veux dire, c'est pas différent de performer sur LinkedIn en expliquant comment performer sur LinkedIn que moi, quand j'essaie de performer sur YouTube pour expliquer comment faire performer sur YouTube. Hein, donc je serais bien mal placé de critiquer ces personnes-là. Je dis juste que c'est pas des personnes où je me dis, waouh, j'ai trop envie de bosser avec cette personne. Donc du coup, moi, ce qui va me toucher, c'est beaucoup plus des personnes qui, qui font du contenu bien plus smart, plus intelligent. Et ces gens-là, par contre, là, j'ai une vraie faiblesse. J'ai tendance à les voir beaucoup plus beaux encore qu'ils ne le sont. Mais voilà, j'ai la faiblesse opposée, quoi. Donc ça, c'est un red flag pour moi. Autre red flag, c'est les gens qui ont planté trop de boîtes. Alors je trouve que c'est très bien hein, de dire, d'assumer d'avoir planté une boîte, d'avoir raté une aventure entrepreneuriale, d'avoir appris des trucs, d'être reparti. Mais alors dans des interviews, des fois j'ai entendu des gens dire là, alors moi en ce moment d'ailleurs on dit j'ai killé une entreprise. C'est-à-dire en gros j'ai moi-même décidé de tout arrêter, de la fermer, etc. Alors que peut-être elle tournait. Il y a une espèce de fierté, à dire ouais j'ai killé 3 business l'année dernière, machin. Et quand il y en a qui disent bah moi en 6 ans j'ai fait 13 business, je me dis mais en fait t'es pas fiable du tout. C'est-à-dire que si demain tu me pitches un nouveau business, la
probabilité pour qu'il ferme dans les 6 mois, elle est énorme. Donc, très content pour ta boîte, vas-y, prends tes risques et tout, mais ne m'embarque pas dedans. Moi, en tant que je vais pas devenir client de ton aventure parce que je vais, moi, m'investir à fond dans ta solution et tout en espérant que ça dure longtemps. Et peut-être 3 mois après, tu vas dire, ah non, c'est bon, les gars, on a killé, on est passé sur autre chose. Et ça, on le voit pas mal dans l'écosystème qui tourne un peu très start-up et tout ça. Mais aussi un peu dans les agences. Il y a vraiment des gens qui lancent des agences à tour de bras, qui ferment, qui rouvrent. Et il faut faire attention, il faut essayer de les repérer, ceux-là, parce que voilà, faut jamais oublier que un business qui dure depuis longtemps, il a le risque de peut-être pas s'être modernisé suffisamment, mais il a aussi probablement la probabilité d'être devenu très bon et d'avoir des bonnes solutions et surtout d'être fiable. Donc si vous voulez un one-shot, pas de problème. Si vous voulez des trucs un peu plus long terme, c'est plus délicat. Red flag aussi, c'est ceux qui ne parlent que d'argent et jamais des résultats de leurs clients. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, vous commencez à connaître un peu mon état d'esprit là-dessus. Je saute 10 fois plus haut au plafond quand on a la vidéo d'un de nos clients qui devient virale que quand on a signé 1, 2 ou 3 nouveaux clients. Et donc pour moi, une vraie réussite à partager avec mes réseaux sociaux, c'est quand on a une vidéo de Yann Leonardi qui fait 500 000 vues parce qu'on a bien bossé, et c'est pas quand on a signé un devis à 20 000 euros. Voilà. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre, parce que je me projette pas, mais j'ai du mal à comprendre ceux qui mettent ça comme indicateur principal. De dire, ouais, ce mois-ci, on a signé tant, le mois prochain, on va signer tant, etc. Alors, je sais bien, c'est des personnes qui viennent plutôt de la partie école de commerce, voilà, ils ont une autre vision des choses, et une passion et un amour de la vente qui fait que, voilà, pour eux, c'est des vraies réussites. Mais pour moi, c'est à l'envers. Je sais pas. En tout cas, ça montre où ils sont focus, quoi. Et donc, ça veut dire que si moi, je devais devenir client, si je devais devenir client chez eux, j'aurais peur d'être un peu que ce numéro qui, une fois qu'il a signé, basta, c'est bon, il a versé les sous. Et puis, il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que tous ceux qu'on a eu en rendez-vous et qui nous ont dit « Ouais, ça a l'air intéressant et tout, est-ce que vous pourriez m'envoyer votre plaquette ou vos tarifs ou vos offres ?» Vraiment, demandez comme ça. 100% du temps, on les a jamais revus. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que c'est l'équivalent du « on va réfléchir » ou « on vous rappelle ». Et du coup, je me méfie un petit peu des gens qui disent « Ouais, envoyez-nous vos tarifs et tout ». Alors, ça veut probablement dire qu'on fait un truc pas bien. C'est-à-dire que quand nous, on se dit « Putain, on sait qu'on peut les aider, ça va être trop bien et tout », et qu'à la fin, ils nous disent ça, c'est probablement que on n'a pas réussi à les bluffer, on n'a pas réussi à être bon dans le rendez-vous, etc. D'ailleurs, pourquoi pas, nous, commencer à intégrer dans ces rendez-vous, de demander au prospect qui sort cette phrase, pourquoi il n'est pas convaincu maintenant, qu'est-ce qui lui manque pour se décider, etc. C'est probablement un truc qu'on devrait faire. Et sûrement un truc qu'on va lui dire, parce que moi j'aime bien être... pas de règles, on s'en fout un petit peu en fait, mais dire à ce moment-là au prospect, non, on t'enverra pas les offres, et on t'enverra pas les offres, on t'enverra pas un devis et tout. Enfin, le devis c'est différent quand même. On t'enverra pas notre tarif ou notre plaquette. Pour une raison simple, c'est que sur tous les gens qui nous ont demandé le tarif et la plaquette, il n'y en a jamais aucun qui a signé. Donc comme j'ai envie que tu signes, je te l'envoie pas. Mais par contre, j'aimerais bien comprendre. Voilà, et on va sûrement le faire comme ça en fait, un petit peu à la rigolade, quoi. Donc ça c'est un truc, je sais pas si c'est pareil pour vous, c'est peut-être juste une exception pour nous, hein, mais en tout cas, quasiment à chaque fois c'était le cas. Et puis, un truc que j'ai entendu, je sais plus où je l'ai entendu, pareil dans un podcast, mais c'est que un mauvais client, c'est souvent quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut. Et quand j'ai entendu cette phrase, j'en ai revu un certain nombre des clients de chez nous, où effectivement, après les premiers rendez-vous, on disait « c'est quand même pas clair là, on sait pas exactement où on va ». Et du coup, en fait, généralement, comme nous, on est tellement enthousiastes, on décide à la place du client ce qui est bon pour lui, sans l'embarquer avec nous. Et c'est là où après, ça se passe mal, parce que nous, on fait des trucs et tout. « Ouais, vas-y, tu vas voir, ça c'est trop bien, c'est bien. » Et puis après ça, le client, il dit « Non, mais moi, c'est pas ça que je voulais. » Et merde. Et donc, de plus en plus, maintenant, on fait très attention à ça et on s'assure qu'on a compris ce que le client voulait ou que lui-même avait compris ce qu'il voulait. Donc, on doit, nous, essayer de l'aider en lui posant les bonnes questions. Il y a vraiment une partie coach, une partie psycho, là, quasiment. Essayer de l'aider à comprendre ce qu'il veut. Dans un exemple, encore une fois, le rendez-vous de cet après-midi, on lui disait qu'est-ce qui ferait que ce serait une réussite pour toi sur ta chaîne YouTube, notre intervention. Il disait, c'est pas un chiffre exact, mais d'avoir peut-être 30 000 abonnés à la fin de l'année, ce serait bien. Ok. Ça ferait quoi pour toi d'avoir 30 000 ? Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir 30 000 abonnés ?
Bah, s'il y a 30 000 abonnés, c'est-à-dire que j'ai des vidéos qui ont bien marché. Et donc, du coup, j'ai réussi à toucher une audience plus large. Et puis, que probablement, je peux maintenant aller voir des sponsors. Enfin, je pourrais commencer à avoir des sponsors qui me permettent de rendre mon média autofinancé. Ah, intéressant. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est plutôt des sponsors. Ah ouais, mais pas que, parce que j'aimerais bien aussi quand même que ma mailing list continue de grossir et tout. Ok. Donc en fait, en détricotant le truc, on se rend compte qu'en fait, le nombre d'abonnés, on s'en fout complètement. Ça n'a aucune importance. Parce que nous, on peut mettre une stratégie en place pour faire grossir le nombre d'abonnés en métrique principale. Mais en fait, ça n'aurait rien changé à ce qu'ils souhaitaient vraiment. Donc, il faut toujours aller creuser le truc en dessous plusieurs fois pour essayer de comprendre quelle est la vraie motivation derrière. Voilà, donc nous, on apprend à aider nos clients à comprendre ce qu'ils veulent parce que sur YouTube, c'est très difficile d'identifier ce qu'on veut vraiment. Et puis, il faut qu'on soit prêt aussi, si jamais le client ne trouve pas ou s'il change d'avis toutes les semaines, bah, peut-être à le lâcher un moment et à dire bah, écoute, là, reviens nous voir quand ce sera plus clair pour toi. Et on va finir sur le dernier point. On aura dépassé l'heure et demie, je suis désolé. Un petit conseil pour paraître plus smart. En tout cas, quand vous me parlez à moi, vous paraîtrez plus smart si vous faites ça. J'ai remarqué que j'étais assez séduit par les personnes qui expliquent en gros que pour un problème donné, on peut le résoudre avec un nombre, on va dire en optimisant un nombre nécessaire et suffisant de paramètres. Je vous explique. En gros, par exemple, si je vous dis, pour grandir sur YouTube, bah, vous pouvez faire des vlogs, vous pouvez faire des tutos, ou vous pouvez faire des top 10 par exemple. Vous allez vous dire, ok, en fait, Sylvain me donne des pistes, des idées pour développer ma chaîne YouTube. Mais il y a peut-être plein d'autres trucs qu'il ne me dit pas, ou qu'il ne connaît pas. Si je vous dis à l'inverse, sur YouTube, 100% des vidéos qui performent intègrent au moins une de ces valeurs. Divertissement, information, inspiration. On ferme. On clôt. D'accord ? Cette fois-ci, vous avez vous avez des paramètres, divertissement, information, inspiration, nécessaires et suffisants. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et en fait, de poser les choses comme ça de façon très assertive, c'est comme ça qu'on dit, je pense. En tout cas, avec beaucoup d'assurance, en se disant, il y a ce paramètre, ce paramètre, ce paramètre et aucun autre. Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Je trouve que ça donne l'impression que la personne qui vous parle, qui vous explique ça, ça donne vraiment l'impression qu'elle a exploré le sujet de fond en comble, qu'elle le maîtrise, et que c'est pas seulement j'ai chopé quelques petites infos, je te jette des pistes, mais après tu fais ce que tu veux et j'assume pas ma responsabilité. Et je trouve ça très, très, très séduisant. Moi, des gens qui me parlent comme ça et qui arrivent vraiment. Et effectivement, quand on réfléchit à ce qu'ils nous disent, on dit ouais, effectivement, j'en vois pas d'autres, quoi. C'est ça, ça ou ça. Et c'est très clair. Et du coup, je vais essayer, moi, petit à petit, dans ma communication aussi, de plus être en mode on a tout exploré et voilà comment on peut résumer la chose de façon entière et suffisante, plutôt que de dire ouais, vous avez essayé ça, vous avez une piste, une autre piste, un autre truc. Ça donne plus une impression de fouillis et de multitude de solutions. Ce qui, encore une fois, voilà, peut-être que dans certains business, c'est très bien de montrer les solutions parce qu'en fait, c'est des choses qui sont simples au départ, donc les complexifier permettent de dire il y a plein de choses possibles. Mais sur YouTube, c'est déjà suffisamment complexe au départ. Si vous recomplexifiez les choses en plus, vous allez paumer les gens. Et donc, je pense que c'est important de réussir à avoir cette clarté-là. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup si vous avez écouté cet épisode, bientôt 1h40. J'espère que ce sera le plus long de toute l'histoire de ce podcast. Je vous dis, j'essaie de tenir en moins d'une heure normalement. Après, voilà, vous avez compris le deal. C'est des épisodes relativement longs, mais que vous allez avoir une fois par mois peut-être au mieux. Voilà, je vais essayer de pas... Voilà, vous n'aurez pas une heure toutes les semaines. Je ne pense pas être suffisamment intéressant ou intelligent pour ça. Mais en tout cas, je vais continuer à vous partager un petit peu mes petites expériences. Et puis, comme c'est le 3e épisode, il va être temps de commencer à le partager aussi sur les réseaux. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui écoutent cet épisode en premier ou qui réécoutent les 3 épisodes dans l'ordre. Parce que normalement, vous allez être une petite poignée, je pense, à découvrir ce podcast. Et puis, du coup, j'attends vraiment vos feedbacks en retour, en commentaire sur YouTube ou bien en note sur Spotify ou Apple Podcast. J'irai tous les lire, évidemment. Pour essayer de voir ce que je peux changer, ce que je peux améliorer ou ce qu'il faut absolument garder parce que vous trouvez que c'est trop cool. Voilà, merci beaucoup les amis et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.